La salle de bal tout entière respirait le luxe. Des lustres en cristal pendaient du plafond, tels des cascades de lumière gelée, se reflétant sur les verres qui trinquaient entre des mains amidonnées, sur des rires contenus, sur des robes qui scintillaient, comme si chaque femme avait apporté avec elle un morceau de la nuit étoilée. L'air embaumait les fleurs précieuses, mêlées aux doux arômes du champagne fraîchement débouché, et chaque détail, des couverts en argent au sol en marbre impeccable, exprimait la puissance. C'était le genre de fête où personne n'osait se démarquer, mais c'est précisément là que tout commence à s'écrouler. Avant de plonger, je voudrais vous faire une petite invitation. Si cette scène vous a déjà touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire ci-dessous. Destination. Juste ce mot. Ce sera notre code secret pour ceux qui croient que rien n'arrive par hasard. Et profitez-en pour vous abonner et laisser un j'aime, car l'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire de luxe et de glamour, mais aussi de rebondissements que personne dans la salle n'aurait pu prévoir. Et maintenant, respirez profondément avec moi, car le détail qui a tout changé est sur le point d'apparaître. La caméra de l'imagination balaye la pièce. D'un côté, des rires bruyants, le son étouffé du piano en arrière-plan, le bruit des bouchons qui s'ouvrent. De l'autre, dans un coin de la pièce, presque flou, une femme agenouillée par terre, pressant un torchon bleu contre une flaque dorée de champagne renversée. Ses cheveux, noués en un chignon hâtif, laissaient apparaître quelques mèches flottantes qui brillaient à la lumière des lustres. Son simple uniforme beige se détachait comme un flou de réalité dans ce tableau surréaliste. Les invités passaient sans la regarder. Pour eux, elle était invisible, mais pas pour lui. La caméra passe à un gros plan sur l'homme debout à l'entrée de la salle de bal. Grand, imposant, vêtu d'un costume bleu, marine sur mesure, d'une cravate parfaitement ajustée et d'une montre en or reflétant les cristaux de la pièce. Son expression n'était pas celle d'un simple observateur d'une fête, c'était celle de quelqu'un qui venait de voir quelque chose qui ne rentrait pas dans le puzzle qu'il connaissait. Son regard n'était pas fixé sur les lustres, ni sur les robes luxueuses, mais sur la femme agenouillée, nettoyant le sol, comme si le destin avait placé un cadre invisible autour d'elle. Pourquoi ce détail le paralysait-il? Les invités continuèrent de rire, de danser, d'échanger des secrets par des regards. Mais dans l'esprit du millionnaire, le temps s'était arrêté. La scène semblait trop contradictoire. Comment quelqu'un d'aussi ordinaire pouvait-il adopter une posture aussi inhabituelle? Il y avait de la grâce dans sa façon de se pencher, de la précision dans les mouvements de ses mains, presque comme si elle dansait seule, invisible et pourtant impeccable. Son cerveau, habitué à reconnaître les schémas de pouvoir, de statut et de richesse, ne savait pas comment les classer. Les neurosciences l'expliquent. Lorsque nous voyons quelque chose de complètement différent de ce à quoi nous nous attendions, notre attention est captée sans effort. C'est exactement ce qui s'est passé. La femme ne réalisa pas immédiatement l'importance de ce regard. Elle se concentrait sur le nettoyage rapide avant que quiconque ne se plaigne. Le sol en marbre était impitoyable. Chaque tache se reflétait comme un miroir de honte. Mais lorsqu'elle leva les yeux un instant, juste pour vérifier que personne ne la regardait, elle croisa son regard. Et en une fraction de seconde, le monde bascula. Elle esquiva rapidement, déglutissant difficilement. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Pas ici, pas comme ça. C'était comme si on l'avait arrachée à l'invisibilité. Son cœur s'emballa et, l'espace d'une seconde, le tissu lui glissa des mains. Elle essaya de le cacher, mais elle savait, elle, avait été surprise au moment précis où elle ne voulait pas être remarquée. Le millionnaire, cependant, l'interpréta différemment. Il y vit de la vulnérabilité, il y vit de l'humanité, et surtout, il vit quelque chose qu'aucune des autres femmes brillantes présentes à cette soirée n'avait montré jusque-là, la vérité. Pendant ce temps, la caméra imaginaire fait un panoramique à 360 degrés de la salle. L'élite s'amuse, chacun dans son rôle habituel. Et au cœur invisible de la fête, deux mondes s'entrechoquent discrètement, celui de l'employé agenouillé et celui du millionnaire fasciné. Il s'avança vers elle. Chaque pas lourd résonnait contre le marbre, mais curieusement, personne autour ne le remarqua. C'était comme s'il n'existait que deux à cet instant. Le cerveau humain se nourrit de ce genre d'incongruité, l'inattendu, l'improbable, et c'est peut-être pour cela que son cœur s'emballa encore plus, car à chaque pas, le risque grandissait. Le torchon dégoulinait encore de champagne. Ses mains tremblaient, mais moins que lorsqu'elle avait aperçu son ombre se projeter sur le sol devant elle.
Elle releva lentement le visage, presque comme si elle s'y attendait, et le vit le regarder, non pas avec mépris, mais avec une curiosité presque gênante. Il sourit, un sourire discret et élégant, mais empreint d'une chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Peut-être était-ce de l'intérêt, peut-être était-ce simplement l'effet de voir l'authenticité d'un lieu où tout le monde portait un masque. Elle ne répondit pas. Elle serrait simplement le tissu dans ses mains, son cœur battant contre sa poitrine comme un tambour. Une question lui hurlait. Pourquoi quelqu'un comme lui me parlerait-il? Et c'est là que le premier choc se produit. Il ne se contente pas de parler, il se penche comme il le ferait avec n'importe quel invité important et prononce une phrase qui change le cours de tout. Mais avant d'entendre ce qu'il a dit, je dois vous préparer. Ce n'était pas une phrase répétée, ce n'était pas quelque chose de socialement acceptable. Et précisément à cause de cela, il était impossible de l'ignorer. Il s'inclina et ce geste avait quelque chose de déconcertant. Ce n'était ni courant ni attendu. Un millionnaire entouré de pouvoir, habitué aux courbettes, s'abaissait jusqu'à ce que ses yeux soient presque à la hauteur de ceux d'un employé agenouillé. La salle, animée de rires et de toasts, semblait s'être tue juste pour eux. Puis, au milieu de ce décor, cristallin, il dit d'une voix basse et ferme, mais avec une surprise presque enfantine, « Pourquoi semblez-vous plus invité que tout le monde ici ?» La phrase flottait dans l'air comme un verre de cristal sur le point de tomber sur le marbre. Son cerveau se figea. Son cœur s'emballa encore plus. Ses mains agrippèrent le tissu comme si c'était son seul point d'ancrage, et son souffle s'essouffla. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel. Pas ici. Pas dans une pièce où son rôle était de disparaître, pas de briller. Elle balbutia une tentative de réponse, mais ses mots manquaient. Les phrases moururent dans sa gorge. Que pouvait-elle dire à un homme comme lui? Que sa vie consistait à nettoyer les traces des autres, que son corps supportait l'épuisement des doubles quarts de travail, que ses vêtements étaient trop simples pour les miroirs dorés qui se reflétaient autour de lui. Mais il n'attendait pas de réponse. Il attendait seulement quelque chose, et ce quelque chose qu'elle ignorait pouvoir lui donner. À cet instant, la caméra imaginaire dézoome, révélant un contraste saisissant. Derrière eux, des tables somptueuses, des lustres illuminés, des invités trinquants avec des verres étincelants. Au premier plan, elle est agenouillée sur la nappe bleue tachée, lui penchée comme si le monde qui l'entoure n'avait aucune importance. Le cerveau humain se nourrit de contradictions. C'est pourquoi cette scène est captivante. L'homme le plus puissant de la pièce et la femme la plus invisible sont devenus les seuls véritables points d'intérêt. Elle essaya de se calmer. Elle baissa les yeux, prit une grande inspiration et murmura « Vous devez vous tromper, monsieur. Je travaille ici, c'est tout. » Mais même cette phrase, prononcée humblement, lui parut poétique, et cela la mit encore plus mal à l'aise, car soudain, son regard ne trahissait aucun jugement. Il y avait un intérêt sincère. Les gens à l'arrière-plan commencèrent à remarquer l'agitation. Un invité cessa de rire et lança un regard curieux, suivi par d'autres. Le millionnaire penché sur l'employé attirait déjà trop l'attention. Des murmures commencèrent à fuser comme des étincelles invisibles. Et bientôt, la tension se répandit comme une traînée de poudre. Il le remarqua, mais il s'en fichait. Au lieu de se lever précipitamment pour sauver la face, il se pencha encore plus près. Son visage était maintenant à quelques centimètres du sien. Son parfum onctueux se mêlait à la simple odeur de propreté qui persistait sur ses mains. « Personne ici n'a réussi à soutenir mon regard aujourd'hui, » dit-il presque dans un murmure. « Toi, tu as réussi. » Ce fut comme une épreuve émotionnelle. Son souffle s'accéléra à nouveau. Son cerveau luttait contre la logique. Rien n'avait de sens. Un puissant millionnaire entouré de luxe et de flatterie, faisant cette déclaration à une femme agenouillée, un chiffon à la main, c'était trop incongru pour être ignoré. Et c'est précisément ce qui la fascine. Elle recula légèrement, tentant de s'éloigner, mais son corps heurta le verre tombé au sol. Le bruit du cristal roulant sur le marbre résonna dans la pièce. Plusieurs invités la regardèrent. Le brouhaha s'intensifia. Quelqu'un murmura d'un ton moqueur. Un autre rit nerveusement. Mais son regard ne la quitta pas. La caméra zoome maintenant sur son visage. Sa peau rougit de nervosité, ses yeux humides de gêne, ses lèvres pincées pour ne pas trembler. Et pourtant, il y avait une beauté, brute, indéniable, qui contrastait avec tout l'artifice qui l'entourait. Il sourit de nouveau, presque imperceptiblement, et ce sourire ne fit qu'accentuer son trouble intérieur. Mais ce qui choqua la salle, ce ne fut ni son approche, ni ses paroles. C'est son geste suivant. Il lui tendit la main. «
non pas pour l'aider à se relever comme tout le monde le pensait, mais pour tenir le tissu qu'elle serrait. Un millionnaire devant un public entier, tendant la main pour partager le poids du désordre avec l'employé. Le choc fut immédiat. Un homme de pouvoir jouant un rôle à l'exact opposé de son image impeccable. Les verres tremblaient dans les mains des spectateurs. Certains invités étouffaient un rire, d'autres fronçaient les sourcils, muets d'indignation. Mais personne n'osait les interrompre. Elle se figea. Ses doigts tremblèrent à ce contact inattendu. Impossible de refuser sans paraître impoli, mais l'accepter était encore plus dangereux. Alors, entre honte, confusion et un élan de courage qu'elle ne parvenait pas à saisir, elle laissa sa main tenir la sienne au-dessus du linge trempé. Le silence, à ce moment-là, semblait absolu. Et c'est dans ce silence qu'elle réalisa quelque chose d'étrange. Peut-être ce geste n'était-il que le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que ni elle, ni lui, ni personne d'autre dans cette pièce n'était prêt à affronter. Car à partir de ce contact, plus rien ne serait comme avant. Il ne lâcha pas le torchon et c'est alors que la salle baignée de musique se tut, comme si quelqu'un avait baissé le volume. La scène était impossible à saisir. L'homme le plus puissant de la soirée, les mains posées sur le même torchon trempé qu'une serveuse utilisait pour essuyer le champagne. Les neurosciences l'appelleraient ainsi incongruité. Quand le cerveau rencontre quelque chose qui ne correspond pas au schéma, il se fige, se concentre et tente de le déchiffrer. C'est pourquoi même les rires flottaient dans l'air comme des bulles sur le point d'éclater, et pourquoi vous ne pouvez plus détourner le regard. Dans un coin de la pièce, le piano hésitait sur 2 notes, comme si le musicien avait lui aussi perdu le rythme. La caméra imaginaire se rapproche de leurs doigts entrelacés par le chiffon humide. Sa montre scintillait de reflets dorés, sa peau marquée de petites coupures presque invisibles, dues à quelqu'un qui travaille avec des produits d'entretien. 2 mondes touchant le même tissu. « Laissez-moi vous aider », répéta-t-il, mais sans aucune condescendance. Il y avait de la curiosité, une fascination qui transférait le poids de la scène vers une énergie étrange et précise, comme si ce simple geste détenait un secret trop grand pour elle. Elle tenta de reculer, mais le sol en marbre l'écrasa. Le tissu dessinait un motif irrégulier en traînant, la flaque dorée se brisant en miroir plus petit. Il se tint fermement. Et ce fut dans ce silence, 2 secondes de trop, que les cinq murmures se répandirent, et que les regards autour de lui cherchèrent à comprendre s'il s'agissait d'insouciance, de moquerie ou de courage. Le cerveau collectif chercha une étiquette et n'en trouva aucune. « Merci », dit-elle doucement, levant le visage juste assez pour que leurs regards se croisent. Ce fut une brève rencontre, mais suffisamment intense pour laisser une trace. Il remarqua chez elle un calme qui contrastait avec son uniforme beige, sa posture droite, sa façon de retenir son souffle avant de parler, sa diction claire malgré sa nervosité. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Manque d'information ouvrit comme une fissure lumineuse dans sa tête. « Qui es-tu, vraiment ?» La direction remarqua la foule. Un maître d'hôtel traversa la salle avec une hâte calculée, son gilet parfaitement aligné, le manuel invisible de l'étiquette lui indiquant précisément ce qu'il devait faire, séparer, contenir, rétablir l'ordre. « Monsieur, veuillez laisser le personnel prendre le relais », murmura-t-il en essayant de s'interposer entre eux. Le millionnaire ne cligna même pas des yeux. « C'est le personnel », répondit-il sans élever la voix. Ce n'est qu'alors qu'il leva les yeux et, avec une sérénité qui imposait l'autorité, ajouta « Et pour quelques minutes, elle est mon invitée ». Cette phrase s'abattit sur la pièce comme du verre brisé. « Invitée ». Le mot circula entre des bouches à peine contenues, des regards qui s'évitaient pour ne pas trahir l'étonnement. La caméra pivota, les tables s'immobilisèrent, les serveurs pointaient des points d'interrogation, un lustre tremblait légèrement sous l'effet des vibrations de la pièce. La femme au sol sentit son corps se réchauffer intérieurement, un mélange de soulagement et de panique. Invité, son cerveau tenta de repousser l'idée. Les identités ne s'échangent pas comme ça, et pourtant, une part intime, ancienne, reconnut un lieu où elle n'avait pas mis les pieds depuis longtemps, celui du possible. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en lui tendant la main. Pour le soulever, ses doigts hésitaient avant d'accepter. Leurs paumes se touchaient avec la prudence de quelqu'un traversant un pont étroit au-dessus d'un gouffre. Tandis qu'elle se tenait debout, son uniforme froissé projetait une ombre claire d'effort et d'élégance, un contraste qui attisa une nouvelle étincelle de curiosité chez les invités. « Clara »
dit-elle presque dans un murmure. Clara, un nom de lumière au milieu du marbre et du cristal. Le maître d'hôtel fit un pas en arrière, évaluant l'atteinte à sa réputation. Avant de tenter une nouvelle intervention, le millionnaire sortit un mouchoir blanc de sa poche et, comme pour brouiller les pistes, le passa délicatement sur ses doigts, essuyant le reste du champagne. C'était intime et en même temps public. Il y avait là un risque, non pas de scandale, mais de vérité. Trop de vérité est inconfortable. Micro-coupure, l'éclat d'un mouchoir, la goutte tardive qui coule sur le pied d'un verre, l'irritation au coin des lèvres d'une personnalité mondaine, l'écho lointain du piano qui reprend courage. « Clara !» répéta-t-il, testant le son comme quelqu'un découvrant une pièce rare. « Clara, dis-moi, comment as-tu appris à bouger comme ça ?» Elle cligna des yeux, surprise par la question. « Comment ?» répondit-elle instinctivement. « Comme quelqu'un qui a déjà dansé dans cette pièce. » La phrase atterrit entre eux comme une pièce sur une table silencieuse. Son regard se déplaça juste un instant, assez pour trahir un souvenir. Elle n'a pas répondu. Lacune, la lumière était allumée, et c'est dans cet intervalle qu'il insista. « Si vous avez une minute, venez avec moi. » Le maître d'hôtel inspira, s'avançant presque. Mais le millionnaire avait déjà pris 2 verres sur un plateau et d'un geste naturel, en offrit un à Clara. Elle déclina. « Je suis de service, » murmura-t-elle, comme si elle se tenait à un rebord pour ne pas tomber d'une falaise. « Alors, prenez de l'eau, » corrigea-t-il en faisant signe à un serveur. « Les petites concessions sont juste ce qu'il faut pour franchir les limites sans les transgresser. » Ils firent 3 pas. 3. Suffisamment pour que le couloir des regards s'ouvre comme un rideau. La lueur du lustre dessinait la géométrie de la nuit sur le sol. Le son du piano s'inclina enfin sur une mélodie lente. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit-il, mais le timbre lui-même portait une pointe d'adrénaline. Trop d'émotions étaient emprisonnées derrière les bonnes manières. « La peur n'est pas la tienne, » répondit-elle sans détour, et cette franchise le désarma. « Elle est ici. » Et elle désigna, presque imperceptiblement, le contour doré de la pièce. Ce n'était pas l'homme, c'était le monde. Il sourit en coin comme s'il reconnaissait un adversaire qu'il admire au fond de lui. « J'ai peur d'ici aussi, » avoua-t-il, s'écartant ainsi du scénario social. Le mot « confession de cela » vibrait entre eux comme un secret partagé. Le cerveau du spectateur le sait. Lorsqu'une personne puissante avoue quelque chose d'intime, on se rapproche. C'est un raccourci vers la confiance. Un couple leur barrait le passage, de ceux qui croient que tout leur appartient. « Excusez-moi, saviez-vous que les tables du fond sont réservées aux clients ?» demanda la femme, le regard perdu dans le vide devant Clara, comme si personne n'était là. Le millionnaire ne bougea pas d'un pouce. « Je sais exactement à qui elles sont destinées, » répondit-il, avant d'ajouter avec une gentillesse irréfutable, « Aujourd'hui, l'une d'elles est à nous. » Le couple s'éloigna avec un petit rire, mais la friction créée par cet échange fit monter la température dans la salle. La tension nourrit la rétention. Ils s'arrêtèrent devant une colonne. Le décor parfait, pénombre, reflet cristallin, l'ombre de Clara cousue sur le mur, la sienne alignée derrière. « Je sais que tu es de service, » dit-il en lui tendant le verre d'eau, « mais j'avais besoin d'être sûr de quelque chose. » Son cœur martelait une question silencieuse. « De quoi ?» La question sortit sans qu'elle puisse la retenir. « Que je ne suis pas folle de voir ce que tout le monde ici a oublié de voir. » La phrase n'était pas exactement un compliment. C'était un diagnostic de la pièce, d'elle, de lui. Elle porta l'eau à sa bouche, mais ne but pas. Le verre effleura ses lèvres, puis se retira, comme un baiser interrompu par la prudence. Le silence, maintenant, était différent. Non pas celui du choc collectif, mais celui de l'écoute. « Je fais juste mon travail, » dit-elle, comme si elle lançait une simple corde pour ancrer un bateau dans une mer agitée. « Et comment as-tu appris à parler comme ça ?» insista-t-il, avec la même délicatesse qu'on met à soulever un voile. De nouveau ce léger déplacement du regard. La mémoire a tendance à tirer les yeux avant d'atteindre la bouche. Les micro-suspensions s'accumulaient sans que personne ne s'en aperçoive. Qui est Clara, après tout? Pourquoi le millionnaire ne se comporte-t-il pas comme on le lui demande? Quel est l'effet de cette pièce sur ses habitants? En fin de compte, c'est une boucle narrative qui a commencé quand il a demandé pourquoi elle semblait plus invitée que les invités et n'a pas encore été clôturée. Un rire retentissant résonna dans la salle. L'hôte de la soirée s'approcha, les bras ouverts, son nœud papillon défait, son sourire affichant une objectivité de réseautage. « Mon ami !» s'exclama-t-il au millionnaire. Enfin arrivé. Son regard glissa vers Clara. Le sourire devint automatique.
Merci, ma chérie. Peux-tu réintégrer l'équipe, oui ?» La phrase n'était pas une demande, mais une gomme, essayant d'effacer un dessin. Le millionnaire ne la laissa pas seule face à ce risque. Elle reste. 2 mots, un frein. L'autre rit avec hésitation. Vous savez comment c'est? Le protocole. Le millionnaire posa son verre sur la table la plus proche sans boire. Je sais ce que c'est quand quelqu'un disparaît dans une salle bondée. L'autre comprit qu'il y avait un territoire qu'il ne maîtrisait pas et se retira avec une élégance tendue. Clara prit une inspiration, comme si elle revenait du fond d'une piscine. Et puis, un minuscule détail, de ceux qui passent inaperçus à l'œil distrait, changea la texture de l'instant. Tandis qu'elle ajustait le col de son uniforme, un fin cordon s'échappa discrètement du tissu. Suspendu au pendentif était un petit morceau de métal ovale marqué d'un léger motif, un symbole. Son regard se porta droit sur le pendentif, comme programmé pour le reconnaître. Microzoom émotionnel. La pupille se dilate, le souffle s'arrête, le souvenir s'envole comme un éclair. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'un ton qu'il n'avait jamais employé auparavant, bas, pressant, intime. Clara sentit le sang se retirer de son visage. Instinctivement, il porta la main à sa poitrine et cacha le pendentif sous son uniforme. « Il est vieux », répondit-il dans un murmure. « De qui ?» insista-t-il. Mais il y avait plus que de la curiosité. Il y avait reconnaissance. Le piano, comme s'il suivait un texte qu'aucun d'eux n'avait écrit, glissa en accord mineur. Les conversations environnantes recommencèrent à fluctuer, masquant l'épicentre vibrant entre cette colonne et ce pendentif. Clara regarda autour d'elle, cherchant une issue qui n'existait pas. Lorsqu'elle regarda de nouveau le millionnaire, ses yeux n'exprimèrent plus la même fascination qu'auparavant. Ils étaient chargés d'histoire. « Clara, » dit-il, le nom ressemblant maintenant à un code d'accès. « Connais-tu le dessin que tu portes ?» Elle ne répondit pas. Ses mains agrippèrent par réflexe le tissu qu'elle portait encore, comme si, au milieu du luxe et des questions, seul le tissu lui appartenait vraiment. Parce que si tu le sais, alors tu sais aussi que... Il ne termina pas sa phrase. Un craquement sec fendit l'air, et pendant une seconde, personne ne sut d'où il venait. Le lustre principal trembla plus qu'il n'aurait dû. L'un des câbles de la composition florale au-dessus du piano céda de quelques millimètres, et une lourde goutte d'eau parfumée tomba sur le clavier, créant un accord dissonant qui orienta tous les regards dans la même direction. Clara et le millionnaire levèrent les yeux au même instant. Entre le cristal et la fleur trempée, entre le pendentif caché et la question interrompue, quelque chose dans la pièce était sur le point de s'effondrer, littéralement ou métaphoriquement, et avec lui de faire éclater ce que chacun d'eux avait tenté de taire trop longtemps. Le craquement résonnait encore dans toutes les oreilles lorsque le silence fut brisé par de petits éclats de verre qui se détachèrent de la composition centrale. Le lustre oscilla dangereusement, et les spectateurs, jusque-là fascinés par la scène entre le millionnaire et Clara, détournèrent les yeux vers le plafond avec appréhension. La salle, conçue pour mettre en valeur la richesse et la perfection, ressemblait maintenant à une boîte fragile, sur le point de révéler ses fissures. La panique n'avait pas encore commencé, mais la peur se propageait déjà par vagues invisibles. Les neurosciences l'expliquent. Lorsqu'un groupe perçoit un risque collectif, les corps s'alignent, alertes, prêts à réagir. C'est pourquoi tout le monde retenait son souffle en même temps. Mais au centre, 2 personnes ne purent lever les yeux bien longtemps. Clara, toujours la poitrine serrée, tentant de cacher le pendentif, sentit la question inachevée du millionnaire vibrer en elle plus fort que le craquement du plafond. Et lui, bien qu'attentif au danger, ne pouvait la quitter des yeux, car quelque chose dans ce symbole l'avait captivé d'une manière que même le danger physique ne pouvait éclipser. La pièce entière pouvait s'effondrer, mais l'enjeu entre eux était bien plus grand qu'un lustre qui s'écroulait. L'hôte pressentit le risque de chaos, haussa la voix avec un sourire entendu. « Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs. Juste un détail technique. » La phrase était aussi fragile qu'une feuille de papier mouillée. Les invités chuchotèrent de nouveau, mais la tension persista. Dans un coin, quelqu'un laissa échapper un rire nerveux, celui né de l'inconfort qui ne fit qu'accroître la confusion. La caméra se rapprochait de Clara. La sueur perlait sur son front, les lèvres entr'ouvertes, le regard hésitant entre courir vers la sortie et rester immobile. Le millionnaire le remarqua et fit instinctivement un pas en avant comme pour éviter de se perdre dans la foule qui pouvait se disperser à tout moment. « Tu ne devrais pas être là », murmura-t-il, incertain s'il s'adressait à elle ou à lui-même.
Cette phrase dépassait le contexte de l'œuvre. Elle semblait une déclaration du destin. Elle voulut répondre, mais les bruits de la salle la couvraient, le craquement du plafond, le grincement du piano, lorsque le musicien le referma précipitamment, le tintement involontaire des vers, tandis que des mains tremblantes tentèrent de se mettre d'accord sur le toast qui n'avait plus de raison d'être. Tout se fondait dans un brouhaha chaotique. Et pourtant, au milieu de ce chaos, la seule chose qui semblait claire était le lien entre Clara et le millionnaire. Le public le sentait, même sans le comprendre. Quelque chose d'invisible, mais d'indestructible, les retenait là. Ce pendentif, répéta-t-il d'une voix rauque basse, presque une prière. Je l'ai déjà vu. Ces mots lui firent battre le cœur. Elle essaya de nier, mais son corps refusa. Sa main pressa plus fort le collier caché, comme pour le fondre dans sa peau, l'effacer de la réalité. Mais en vérité, ce geste ne fit que le trahir davantage. Et le millionnaire le savait. Son regard n'exprimait plus seulement la curiosité, mais la reconnaissance. Le maître d'hôtel, impatient de reprendre le contrôle, s'approcha avec 2 agents de sécurité discrets. « Excusez-moi, monsieur. Pouvons-nous emmener l'employé au service avant les clients ?» Mais il ne put terminer. Le millionnaire leva la main, un simple geste qui, sous le poids de sa présence, tenait lieu d'ordre irréfutable. Elle ne va nulle part. La salle frissonna à cette déclaration, car il ne s'agissait pas seulement de cet instant. Il s'agissait de quelque chose de plus vaste, que personne ne pouvait nommer. Clara sentit ses jambes faiblir. Ce n'était pas la peur du lustre ni du public, mais celle d'être trop vue. Et paradoxalement, c'était aussi ce qu'une partie d'elle avait toujours désiré, être vue, non pas pour le désordre qu'elle nettoyait, ni pour les uniformes usés, mais pour la vérité qu'elle portait en elle. Mais était-elle préparée à cela? La caméra mentale coupe sur les détails, ses ongles courts s'enfonçant dans le tissu humide, son poignet ferme tenant un verre encore intact, le reflet du pendentif apparaissant un instant dans la lumière vacillante. Le cerveau du spectateur enregistre tout sans s'en rendre compte consciemment, des indices qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui auront du poids lorsque la révélation surviendra. Un bruit sec rompit la tension, le claquement final. Le lustre céda de quelques centimètres, provoquant des halètements. Certains invités reculèrent, désespérés. D'autres s'immobilisèrent, tels des proies face à un prédateur invisible. Le millionnaire saisit instinctivement le bras de Clara, l'attirant contre lui, comme si la protéger était plus important que lui-même. Et ce fut à ce contact rapide et pressant qu'un frisson la parcourut, non pas à cause du danger imminent, mais parce qu'il y avait une familiarité inexplicable dans ce contact. « Pourquoi as-tu ça ?» insista-t-il de nouveau, presque les dents serrées, en faisant référence au pendentif. Clara ferma les yeux une seconde, comme si elle plongeait avant de décider si elle devait nager ou se noyer. « Parce que... » commença-t-elle, mais sa phrase s'éteignit sous l'impact d'un nouveau bruit. La composition florale s'effondra sur le piano, répandant pétales et eau parfumée sur le sol. Le public hurla, l'orchestre s'arrêta net et le chaos s'installa enfin. Les gens couraient, les chaises raclaient, les verres se brisaient. Mais, pris de panique, les 2 hommes restèrent immobiles. Ils étaient prisonniers d'une autre dimension de la réalité, où le bruit n'était qu'un bruit de fond et où l'on n'entendait que leur respiration rapide. Le millionnaire approcha son visage avec l'urgence de quelqu'un qui ne pouvait plus attendre. « Tu dois me le dire maintenant », exigea-t-il. Mais Clara ne répondit pas, non pas par manque de volonté, mais parce qu'elle ignorait si la pièce survivrait à cette vérité. Et tandis que le chaos s'installait, le public réalisa quelque chose que la plupart des personnes présentes ignoraient encore. Il y avait quelque chose entre Clara et le millionnaire qui dépassait largement l'étrangeté de cette nuit-là. Quelque chose qui, s'il était révélé, pourrait changer non seulement le cours de la fête, mais aussi celui de tous les participants. Le son du piano fut englouti par un chœur de respiration superficielle, de talons frottant sur le marbre, de conseils chuchotés qui n'incitaient personne. Le lustre tremblait encore. Les fleurs exhalaient un parfum trop doux pour un instant d'inquiétude, et la direction s'efforçait de répandre le calme comme une serviette, en papier. Au centre du tourbillon, Clara et lui restèrent immobiles une seconde, 2 points fixes dans un tableau craquelé. Puis le millionnaire prit la décision qui sépare toujours les observateurs des protagonistes. Il lui prit la main et la tira, sans brutalité, mais avec suffisamment de détermination pour traverser le flot de personnes. La caméra les suit, de profil, en plan séquence, les épaules se frôlant,
les yeux brûlants, la lueur du pendentif s'échappant presque du col de l'uniforme à chaque pas. Il passe devant une table renversée, une femme figée dans l'indécision, un serveur tenant un plateau en guise de bouclier. Ils tournent à droite. La porte de service s'ouvre brusquement et le monde change de texture. La luminosité de la salle à manger laisse place au couloir carrelé usé, à la lumière froide, au bourdonnement de la ventilation. L'odeur du détergent, du métal, du vrai. Attends, elle retire sa main, comme si elle reprenait soudain conscience de son passé. Je ne peux pas être là. Il se retourne, regarde attentivement, leur respiration forme un rythme syncopé, et répond sans élever la voix, « Tu ne peux pas rentrer sans me dire ce que tu portes. » Une phrase simple, mais prononcée comme si elle voyait au-delà du tissu et de l'uniforme. Le cerveau reconnaît ce ton. Il perçoit une réelle urgence. Un employé traverse le couloir et se fige en le reconnaissant. Il fait place en silence. La caméra s'immerge dans les détails, sensoriels pour ancrer l'instant. Le reflet verdâtre du néon sur le mur, le doux bourdonnement de la machine à glaçons, le goutte-à-goutte régulier d'un robinet mal fermé. Au milieu de tout cela, le pendentif redescend, brillant suffisamment pour attirer le regard comme un phare. Il murmure « Je connais ce symbole depuis bien avant de connaître mon propre nom. Le mot « je » s'escola et premier. C'est juste un vieux médaillon, et c'est elle. « À qui ?» insiste-t-il, s'approchant à « présent et Karzouvre ». La réponse ne vient pas, mais l'émotion si. Ses yeux s'humidifient comme si son corps était las de garder de lourds secrets. Quelqu'un me l'a donné quand j'étais plus jeune. Qui ? Répète-t-il. Moins par interrogation, plus par besoin physiologique. 2 agents de sécurité apparaissent au bout du couloir. Le millionnaire lève la main, et cette main suffit. 5 minutes, dit-il. Seul. Le respect de son nom leur ouvre la voie. Lorsqu'ils se retournent, une sorte de pacte tacite se noue entre eux. Il désigne une petite porte à moitié camouflée, la peinture écaillée. Ici, il la pousse d'un coup d'épaule. Un débarras en coulisses se dévoile. Des étagères remplies de porcelaine, des boîtes en velours, de vieux panneaux publicitaires pour le salon appuyés dans un coin, un ventilateur qui tourne au ralenti, la poussière dansant dans la lumière. « Je viens ici depuis tout petit », dit-il en s'approchant des tableaux. « Ma mère pensait que les lustres servaient à mieux apprendre que les écoles. » Un bref sourire douloureux. Elle disait « Là où la ville prétend être parfaite, attention aux fissures. » Il tourne un tableau, puis un autre. Derrière, sur le bois, des traces de crayon, des dates, de petites notes. Les anciens propriétaires m'ont laissé fouiner. Un jour, j'ai retrouvé le dessin. Le même sur votre suspension. Clara s'approche sans le vouloir. La caméra suit ses doigts crispés, ce léger tremblement qu'on ne perçoit que lorsqu'on regarde de trop près. Quel est ce dessin ? Il cherche puis s'arrête. Il sort un tableau plus grand, le pose par terre, le retourne et, avec son pouce, décolle un ruban adhésif jauni. Le support papier cède légèrement, révélant une bordure. Il le retire lentement. Un simple cercle apparaît en bas-relief, marqué d'une encoche. 3 lignes convergeant comme des rayons vers un point central. Minimaliste, identifiable, presque familier sans savoir quoi. Il se tourne vers Clara. C'était le logo de la bibliothèque municipale que ma mère gardait au sous-sol de notre maison. Peu de gens le connaissaient. Elle avait mis ce symbole sur les livres donnés, sur les affiches de classe et sur les cadeaux qu'elle offrait à certains enfants. « Je ne connaissais pas ta mère », rétorque Clara sur la défensive, comme acculée par des souvenirs qui ne lui correspondent pas. « Beaucoup de ceux qu'elle a aidés ne la connaissaient pas non plus », rétorque-t-il avec une douceur étrange. Chez lui, elle croyait en l'accès silencieux. Le mot vibre dans l'entrepôt. Accès silencieux, tel un bras invisible, reliant les salles de cristal au couloir carrelé. Clara effleure le pendentif par-dessus le tissu, sans le retirer. « Je me souviens d'une main », admet-elle en fixant le vide entre les cartons. Un tour de cou pendant quelques nuits, une voix qui lisait sans se montrer. Elle ferme les yeux. Et le poids froid de ce métal sur ma poitrine, un matin pluvieux. Le sait. Souvenir me vient comme une odeur, du papier humide, de la cannelle, un parfum non pas de fête mais de chez soi. Il prend une grande inspiration, comme s'il était au bord d'une falaise. Clara. La bibliothèque a disparu quand j'étais encore enfant. Un incendie stupide. Ils ont coupé les vivres et ont construit un parking à la place. Je connais chaque pièce survivante, chaque symbole conservé dans une boîte. Il touche l'encoche du tableau. Ton pendentif n'est pas dans mon inventaire. La phrase retentit avec le poids discret d'un verdict.
Il y a une pièce hors du plateau mais dans le même jeu. Dans le couloir, un bruit de pas précipité. La direction circule, la soirée tente de reprendre avec un DJ improvisé. Ici, le temps s'en mêle. Si vous me dites qui vous a donné ça, je peux... Il ne termine pas. Pouvez-vous quoi? La questionne-t-elle, un ton plus aigu, comme pour protéger ce qui reste. Il ajuste sa veste, réajustant sa posture, pour s'adapter à sa vulnérabilité. Je peux relier des choses que personne d'autre ne peut. Des gens, des dates, des noms. Je peux vous emmener là où cette marque est encore présente. Et si je ne veux pas, rétorque-t-elle, fermement cette fois. Son regard ne bronche pas. Alors je sortirai par cette porte et je ferai comme si je ne l'avais jamais vu. Un temps. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai déjà vu. Le cerveau adore les choix binaires, mais la vie les offre rarement. Le dilemme est suspendu dans le froid de la climatisation. Un bruit métallique les fait tourner. Le ventilateur antique tourne tout seul et s'arrête. Il suffit de révéler derrière lui un vieux tableau en liège recouvert de feuilles volantes. Plan de la salle, plan d'éclairage, reçu. Et, dans le coin inférieur, une photographie en noir et blanc. Il s'approche et la retire avec précaution. La photo montre une salle similaire, des décennies plus tôt. Une robe cintrée, des hommes en habits de queue de pie et, à l'arrière-plan, une scène annexe. Une table improvisée avec des livres, un groupe d'enfants assis par terre et une femme, le dos tourné, en train de lire. Sur son épaule, épinglée au ruban de sa robe, une broche ovale ornée du même symbole, 3 rayons convergents. Clara s'approche comme si elle n'avait pas le choix. Son visage se détache du papier, ses yeux clignant pour ajuster la mise au point. « Je connais cette posture », murmure-t-elle, surprise par ses propres mots. « C'est un rappel de mon corps. » Il retourne la photo et examine le dos. Il y a une note écrite au crayon. Soirée de lecture. Dons anonymes. Pas de date, pas de nom. Juste une autre ligne. La foudre trouve une maison. Il touche la phrase avec son index, comme si elle était chaude. Ma mère appelait ce symbole éclair car il reliait des lieux lointains en une seule nuit, explique-t-il, presque pour lui-même. Des livres partis d'ici et arrivés, là où ils étaient censés arriver. Clara se mord la lèvre. Elle regarde le pendentif, la photo, lui. Pourquoi moi? Demande-t-elle d'une voix à peine audible. Il esquisse un sourire triste. C'est ce que j'essaie de comprendre. Des pas en talons résonnent à l'extérieur. Des voix se rapprochent. Ils sont là, dit quelqu'un. L'hôte, le maître d'hôtel, d'autres personnes. L'entrepôt, jusque-là un sanctuaire, est sur le point d'être envahi. Le millionnaire serre le poing en un geste détendu. Calculateur. S'il vous demande, je dirai que vous êtes mon invité, et je m'occuperai de tout. Et ensuite, je ne sais pas encore, admet-il. Et cette honnêteté ouvre un nouveau circuit de confiance dans le cerveau du spectateur. Clara secoue la tête, son courage et sa peur étant parfaitement équilibrés. « Ce n'est pas la salle de bal qui compte, dit-elle enfin, c'est ce qui se passe quand les lumières s'éteignent. » Il comprend. Ce n'est pas la nuit qu'elle fuit, ce sont les conséquences. Le poids des conséquences. Et, peut-être, un nom qu'elle ne peut pas encore prononcer. Des voix parviennent à la porte. Le fer grince, le jeu de la charnière provoque un gémissement. Avant qu'il ne s'ouvre, il parle rapidement, comme s'il tendait une clé. Il y a un endroit portant le même symbole, caché derrière une étagère dans la vieille maison de ma mère. Personne n'y a touché depuis des années. Si votre pendentif est bien ce que je pense, il déverrouille quelque chose. Le couloir absorbe la dernière syllabe. La poignée tourne. La caméra se rapproche de Clara. Le bruit du couloir lointain ressemble à celui d'une mère déchaînée. Elle regarde la photo, le pendentif, la porte sur le point de s'ouvrir et l'homme qui l'a placé à côté d'un souvenir qu'elle ignorait. Son cœur fait un bond, une sensation que tout son corps perçoit. Elle lève la main, retire le collier de son col. Le métal froid scintille sous la lumière crue du néon. Puis, d'un geste aussi simple qu'irréversible, elle laisse tomber le pendentif dans sa paume. De l'autre côté, la poignée cède complètement. La porte commence à s'ouvrir, et avec elle, une question à laquelle aucun d'eux n'est prêt à répondre. Que révélera exactement cet éclair lorsqu'il atteindra enfin la maison? Les portes s'ouvrirent avec un fracas sourd, comme si l'air lui-même avait retenu son souffle jusqu'à cet instant. Une lumière dorée inonda l'étroit entrepôt, dessinant sur les visages un contraste presque théâtral. D'un côté, l'éclat impeccable des verres qui trinquèrent dans le hall. De l'autre, la pénombre chargée de secrets. Des personnes en tenue de soirée apparurent dans le cadre, telles des silhouettes curieuses, les yeux écarquillés,
les sourcils arqués dans un mélange d'indignation et d'intrigue. Le millionnaire, son pendentif désormais discrètement caché au creux de sa main, s'avança, comme s'il assumait le rôle principal, sans demander la permission. « Elle est avec moi », dit-il fermement, sans changer de ton. La phrase résonna comme une phrase. Les spectateurs le crurent, car leur confiance ne vacilla pas, et la confiance est l'une des armes les plus persuasives du cerveau humain. Le public improvisé déglutit difficilement. Certains tentèrent de dissimuler leur malaise en ajustant leurs cravates, d'autres serraient plus fort leurs lunettes, comme si le cristal pouvait les protéger de ce qu'ils ne comprenaient pas. Clara, toujours au fond de la salle, sentait les regards s'embraser comme des projecteurs. Son corps oscillait entre l'envie de se rétrécir et celle de maintenir sa présence. C'est dans ce paradoxe que naît le véritable suspense, lorsqu'on ne sait pas si le personnage va s'effondrer ou s'élever face au jugement collectif. Son cœur battant la chamade était presque audible par le public, et ce détail invisible, ce battement imaginaire, maintient tout le monde rivé au récit. L'un des organisateurs de la fête, la posture rigide et le sourire figé, s'avança. « Monsieur, la salle de service n'est pas réservée aux invités. » La phrase flottait dans l'air mais fut interrompue par le regard noir du millionnaire. Le cerveau humain est habitué à obéir à des hiérarchies implicites, et là, personne n'osait outrepasser l'autorité de celui qui possédait non seulement la richesse, mais aussi une aura de commandement qui semblait ancestrale. Il n'eut pas besoin d'élever la voix. Il leva simplement le poignet, et le reflet de sa montre de luxe explosa en un éclair doré, comme un signe délibéré de pouvoir. Ce geste presque involontaire fut interprété comme un rappel. N'importe qui ne peut pas dicter les règles dans cet espace. Le groupe se tut et la tension se répandit comme de l'électricité dans des fils électriques. Pendant ce temps, Clara fixait le pendentif caché qui semblait palpiter comme un cœur métallique. Des souvenirs fragmentés se superposaient dans son esprit. L'odeur du vieux papier, la sensation de froid dans sa poitrine, les nuits sans couverture, la voix sans visage, qui lui lisait des histoires quand elle était petite. Tout lui revenait par vagues, et chaque vague apportait des questions toujours sans réponse. Le public, quant à lui, n'entendait pas ces souvenirs, mais les ressentait à travers les expressions, les pauses et la respiration. C'est la magie du récit cinématographique, transformer le silence en parole. Le millionnaire remarqua le conflit dans son regard et se pencha subtilement vers elle. « Fais-moi confiance », murmura-t-il, si bas que seuls ceux qui étaient à proximité purent l'entendre. Ce choix de mots déclenche un déclic psychologique direct. La confiance partagée crée un lien immédiat, réduit la résistance et accroît l'anticipation de ce qui va suivre. Le spectateur, en entendant cela, est captivé, car il se met automatiquement à sa place. « Est-ce que je te ferai confiance ?» Et puis, avant qu'aucune explication ne puisse être donnée, le bruit d'un verre tombant au sol brisa la scène comme une coupure brutale. Cristal, brisé contre marbre. La caméra mentale du public se tourne vers les invités, qui s'agitent, chuchotent et émettent des hypothèses. Le petit chaos de l'accident domestique sert de rideau à un chaos plus vaste sur le point d'éclater. Personne ne remarqua qu'en se penchant, il glissa discrètement le pendentif dans la poche intérieure de sa veste. Et maintenant, entre le bruit des fragments sur le sol et le lourd silence du secret gardé, planait le sentiment que cette nuit ne faisait que commencer, et que le véritable choc n'avait pas encore été révélé. ChatGPT a dit « La musique emplissait à nouveau la salle, mais elle n'avait plus la même douceur. Chaque accord de l'orchestre semblait lourd, comme si l'air s'était épaissi, transformant chaque note en une lame tranchant le silence déguisé. Les invités reprirent leur conversation, mais des murmures s'échappaient tels des serpents. Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-il protégée? Que cache-t-il? Impossible de l'ignorer, car le cerveau humain est naturellement attiré par le mystère, et dans cette salle, chacun était aspiré par l'œil d'un ouragan invisible. Clara se sentait déplacée. Ses mains tremblaient encore, ses genoux faillirent céder, mais quelque chose de plus grand la soutenait, comme si chaque regard suspicieux alimentait quelque chose de dormant en elle qui commençait à s'éveiller. Le contraste entre les robes éclatantes et l'uniforme simple qu'elle portait était un cruel rappel. Elle n'avait rien à faire. Là, mais paradoxalement, à cet instant, tous les regards étaient braqués sur elle. Et cela en soi bouleversait la logique de la fête. Le millionnaire marchait à ses côtés, mais sans la toucher, gardant juste la distance nécessaire
pour que le public interprète ce geste comme une proximité stratégique et non comme une intimité ouverte. Il savait jouer avec les symboles, et ce soir-là, chaque geste était un symbole brut. Lorsqu'un homme à la moustache impeccablement taillée, peut-être un associé, tenta de les intercepter d'un sourire forcé, le millionnaire détourna simplement le regard et poursuivit son chemin. Un détail mineur, mais qui attisa encore la curiosité collective. Clara prit une grande inspiration, mais chaque pas résonnait comme si elle traversait une scène. Le sol en marbre reflétait la lumière du lustre, transformant ses simples chaussures en ombres mouvantes. Et c'est alors que cela se produisit. Une enfant d'environ 7 ans, impeccablement vêtue, accourut et, sans réfléchir, saisit la main de Clara. « Tu vas jouer avec moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec une innocence mordante. Toute la salle retint son souffle. Les enfants sont des déclencheurs universels d'empathie. Tout le monde attend d'eux de la sincérité. Et ce geste semblait une confirmation silencieuse qu'il y avait quelque chose de spécial chez l'étrange protégé du millionnaire. L'esprit du public explosait d'interprétations. Clara était-elle une parente cachée, une amie d'enfance, oubliée, une fille illégitime cachée? Les hypothèses se multipliaient comme des flammes sur de la paille sèche, attisant le feu de l'anticipation. Et c'est précisément ce qui maintient les spectateurs rivés à l'écran. Le manque d'informations. Ce que personne ne sait doit être découvert, et tant que ce n'est pas révélé, personne ne peut détourner le regard. Le millionnaire regarda l'enfant, et, l'espace d'un instant, son expression glaciale s'adoucit, mais il se reprit rapidement. « À plus tard », dit-il d'une voix calme, presque paternelle, mais chargée de quelque chose de plus profond, comme s'il gardait un secret que l'enfant elle-même ne pouvait entendre. Clara, sentant la petite main serrer la sienne, frissonna intérieurement. C'était comme si tous les fantômes du passé et toutes les promesses de l'avenir se trouvaient dans ce contact innocent. Un serveur passa avec un plateau de verre, et le cristal tinta comme des cloches lointaines. Ce son transporta Clara vers des souvenirs perdus. Le rire d'un enfant résonnant, un vieux morceau de radio par un après-midi pluvieux, et le souvenir d'un bracelet brisé portant un pendentif semblable à celui que le millionnaire cachait. Le lien se formait, mais il restait flou, comme si le destin voulait jouer encore un peu avant de révéler la vérité. La foule de la fête regardait, impatiente, attendant la suite. Et le public de la vidéo, ceux qui nous regardent maintenant, ressent la même chose, la certitude que quelque chose est sur le point d'exploser. Mais le véritable choc était encore caché, attendant le moment opportun pour être révélé. La salle de bal entière semblait avoir changé d'atmosphère en quelques secondes. Cette soirée, qui aurait dû être une simple fête luxueuse pour la haute société, devint le théâtre d'un spectacle inattendu. Les murs recouverts de marbre importé, les lustres en cristal illuminant chaque détail, et les somptueuses compositions florales aux parfums raffinés n'étaient plus les pièces maîtresses de la scène. Tout cela s'évanouit, s'estompa, car quelque chose de bien plus grand se tramait là, quelque chose qui transcendait l'éclat des bijoux et le son raffiné de l'orchestre. Tous les regards se portèrent sur une jeune femme simple, vêtue d'un uniforme marqué par l'effort, qui marchait d'un pas hésitant mais ferme vers un destin qui semblait déjà écrit. Clara, la cuisinière, invisible quelques minutes auparavant parmi les convives, était désormais au cœur du récit. Sa tenue simple contrastait avec le décor scintillant, et chaque tache de sueur, chaque petit détail humble de son uniforme ressortait encore plus au milieu des robes brodées et des costumes impeccables. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'était sa posture. Il y avait en elle quelque chose entre la déconcertation et le courage, comme si elle portait en elle un secret qui la pesait lourdement, mais la renforçait en même temps. Et c'est précisément ce qui empêchait de la quitter des yeux. À côté de lui, le millionnaire se tenait tout près, son costume bleu marine ajusté comme une armure étincelante sous la lumière chaude de la pièce. Son silence était assourdissant. Il n'eut pas besoin de dire un mot pour que chacun comprenne qu'il y avait quelque chose entre eux, un lien profond, invisible et pourtant palpable. Son regard fixé sur Clara révélait un mélange d'appréhension et de protection, comme s'il était sur le point d'exploser sous des révélations qu'il retenait depuis des années. La tension dans sa mâchoire, le poing légèrement serré, le souffle retenu. Chaque détail trahissait une lutte intérieure acharnée, et chacun savait que lorsque les hommes puissants paraissent fragiles, c'est que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Soudain, la musique s'arrêta un bref instant. C'était comme si même l'orchestre sentait que cet instant ne pouvait être noyé par les notes.
Le chef d'orchestre, gêné, leva légèrement les mains, mais fut incapable de reprendre la mélodie. Le silence régnait, et dans le vide sonore, chaque soupir, chaque mouvement de verre, chaque grincement de chaise devenait un bruit assourdissant. Le cerveau humain est habitué à rechercher des schémas, et lorsque ces schémas sont brisés, l'attention s'intensifie. C'est exactement ce qui se produisit. En quelques secondes, tout le monde était complètement hypnotisé. Puis, une silhouette inattendue vola la vedette. Une femme âgée, la posture fière et le visage marqué par le temps, se leva lentement. Ses lourds bijoux tintaient dans le silence de la pièce, et sa coupe de cristal reflétait la lumière en milliers de fragments qui ressemblaient à des flèches de jugement. Sa voix résonna fermement, chargée d'autorité. « Je veux savoir qui est cette jeune femme. » Le ton n'était pas celui d'une simple curiosité. C'était celui d'une personne qui donne un ordre, habituée aux réponses immédiates. Clara se figea un instant. Son regard, jusque-là perdu parmi tant de regards, critique, se fixa sur la vieille femme. Et à cet instant, l'inattendu se produisit. Son expression changea. C'était comme si un souvenir latent s'était réveillé de force. Son cœur s'emballa, ses mains transpirèrent et sa gorge s'assécha. Le cerveau humain réagit instinctivement à la reconnaissance, et c'est précisément ce qui transparaissait dans ses grands yeux. Elle avait déjà vu ce visage. Elle ne savait ni quand ni comment, mais il y avait là quelque chose qui ne lui était pas inconnu. Le millionnaire réagit à son tour. Son regard, auparavant fixé sur Clara, se porta rapidement sur la vieille dame. Et dans ce bref mouvement, le masque de contrôle qu'il arborait s'évanouit l'espace d'un instant. Son expression figée laissa place à une pointe d'inconfort, comme si la scène avait ravivé des souvenirs qu'il n'avait jamais voulu revisiter. Il suffisait à tous les invités de comprendre qu'il existait une histoire cachée, un lien dangereux et puissant entre ces trois personnages. L'humble jeune femme, l'énigmatique millionnaire et celle qui semblait en savoir bien plus qu'elle ne le laissait paraître. La salle entière retint son souffle. Le serveur le plus proche faillit laisser tomber son plateau de flûtes à champagne. Un groupe d'invités échangèrent des regards inquiets, tentant de décrypter la situation. Et dans cette atmosphère de suspense absolu, Clara ouvrit la bouche et, d'une voix tremblante, mais suffisamment ferme pour résonner sur les murs dorés, dit « J'ai déjà vu ce visage ». La phrase fit l'effet d'une bombe. Personne ne comprit vraiment à qui elle faisait référence, mais la suggestion fut dévastatrice. Le cerveau humain déteste les trous, et cette phrase ouvrit un cratère de mystère. Les invités commencèrent à imaginer des connexions, des théories, des possibilités. La vieille dame, cependant, ne recula pas. Elle haussa un sourcil, inclina la tête et esquissa un sourire énigmatique. C'était le sourire de quelqu'un qui recèle un vieux secret, peut-être dangereux, et qui prend plaisir à regarder les autres se perdre dans des conjectures. Le millionnaire immobile semblait partagé entre intervenir et garder le silence. Mais ce silence ne faisait qu'accroître la tension. Que cachait-il? Que savait Clara? Et pourquoi cette femme âgée semblait-elle au centre de tout cela? Chaque invité présent dans la salle projetait une réponse, et chaque spectateur de la vidéo ressentait la même urgence. Découvrir ce qui allait être révélé. Puis, alors que tout le monde pensait que la scène avait atteint son paroxysme, un événement encore plus grand se produisit. Depuis l'entrée principale du manoir, des pas fermes, rapides et déterminés résonnèrent. Le bruit des semelles heurtant le marbre résonna dans le hall comme le tonnerre. Les invités se retournèrent, les yeux écarquillés de stupeur. Et à cet instant, Clara sentit son souffle se couper, car, au fond d'elle-même, elle sentait que la prochaine personne à entrer portait la pièce manquante du puzzle, la pièce capable de bouleverser sa vie. Le silence retomba, mais c'était maintenant un silence rempli d'anticipation, comme le moment avant que la foudre ne fende le ciel. Les portes du manoir s'ouvrirent dans un grincement profond, presque solennel, qui trancha le silence comme une lame acérée. Le son résonna dans le hall, se répercutant sur les colonnes de marbre et les murs dorés, comme si la maison elle-même avait décidé d'annoncer l'arrivée de quelqu'un. Les invités se retournèrent à l'unisson, comme dans une chorégraphie invisible. Les yeux s'écarquillèrent, les verres tremblèrent entre les mains des femmes parées de bijoux, et même le serveur portant un plateau de cristal s'immobilisa, figé. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui semblait gratter la peau, comme un avertissement silencieux de choc électrique. Plus rien ne serait comme avant la prochaine révélation.
Dans l'ombre de l'entrée, une silhouette inattendue surgit. Ce n'était ni un invité élégant, ni un employé en uniforme. C'était un homme simple, vêtu modestement, dont le regard était empreint d'une intensité qui contrastait avec tout ce qui l'entourait. Le contraste était saisissant, tandis que tous les autres dans la pièce semblaient rayonner sous les lumières dorées. Son expression portait les marques d'une vie pleine d'histoires inédites, d'une souffrance invisible sous des vêtements coûteux. Chacun de ses pas résonnait comme un défi lancé à ce monde de luxe. Chaque souffle semblait dire « J'en sais plus que vous ne l'imaginez ». Clara, toujours au centre de l'attention, sentit son corps trembler. Ce visage avait quelque chose de familier et en même temps un poids inconnu. Son regard se fixa sur lui et en quelques secondes, des souvenirs fragmentés commencèrent à refaire surface. Une odeur de bois humide, un rire ancien, une voix ferme prononçant des mots qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Son cœur s'emballa. Le cerveau humain réagit intensément à une reconnaissance partielle. Cet instant où l'on sait avoir déjà vu quelque chose, mais où l'on ne parvient pas à en situer le morceau exact. C'est précisément ce vide qui crée l'anxiété, et Clara le ressentait dans chaque nerf de son corps. Le millionnaire, à son tour, eut une réaction complètement différente. Son visage, auparavant figé, se durcit encore davantage. Les rides de son expression se transformèrent en ombre profonde, comme si tous ses efforts pour garder son sang-froid étaient sur le point de s'effondrer. Il serra les poings mais ne fit pas un pas. Il resta figé, prisonnier de souvenirs invisibles, mais qui transparaissaient dans l'éclat inquiétant de ses yeux. Cette silhouette qui venait d'entrer avait le pouvoir de le désintégrer, de révéler les failles de son image impeccable d'homme de fer. Et puis, l'inattendu se produisit. L'homme s'arrêta au milieu de la salle, entre les tables recouvertes de nappes blanches et les somptueuses compositions florales, et regarda Clara droit dans les yeux. Non pas le millionnaire ni les invités, mais elle. Sa voix, lorsqu'elle résonna, semblait porter des décennies de silence caché. « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas ?» La question flottait dans l'air comme une flèche, transperçant les cœurs et les esprits. Les invités, avides de drame, retenaient leur souffle. Clara ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était sèche, son cœur battait la chamade, son esprit trop confus pour formuler la moindre réponse. Le cerveau humain, confronté à un tel vide émotionnel, se fige. C'est le même mécanisme que lorsqu'on reçoit une nouvelle inattendue. Le choc empêche toute formulation logique immédiate. Elle le regarda simplement, les yeux humides, implorant une explication. Le millionnaire finit par bouger. Il fit un pas en avant, les semelles de ses chaussures de cuir résonnant sur le marbre comme un coup de tonnerre. La tension dans la salle s'intensifia. Il ne regarda ni Clara, ni les invités. Ses yeux étaient fixés sur l'homme qui osait interrompre la fête. « Que faites-vous ici ?» Sa voix, grave et ferme, résonnait comme celle de quelqu'un habitué aux réponses immédiates. Mais il y avait une fêlure, un tremblement à peine perceptible qui trahissait la peur. L'homme ne recula pas. Au contraire, il fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. Et c'est à cet instant que les invités comprirent l'évidence. Il y avait une histoire cachée entre ces trois personnages. Clara, la millionnaire et le nouveau venu. Le silence devint encore plus étouffant, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Clara, perdue dans la tourmente, ressentit le besoin de parler. Sa voix tremblante rompit le silence. « S'il vous plaît, que quelqu'un me dise ce qui se passe. » Mais personne ne répondit. Seuls des regards échangés, lourds de sens cachés. Le millionnaire semblait se débattre avec lui-même. L'homme mystérieux, quant à lui, semblait savourer chaque seconde de ce malaise. Et la vieille dame, toujours debout près de la table centrale, observait tout avec l'air de quelqu'un qui en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'homme sourit alors, non pas un sourire de joie, mais un sourire empreint de mélancolie et de provocation. « Tout cela aurait pu être différent si vous aviez eu le courage avant, » dit-il, en regardant le millionnaire droit dans les yeux. Le public, les invités et même Clara furent choqués. Que voulait-il dire par là? Le courage pour quoi? Quelle décision avait-elle prise dans le passé et revenait hanter le présent? Un murmure se répandit dans la pièce comme une vague invisible. Les gens chuchotaient, tentant de deviner. Certains pensaient à une affaire louche, d'autres soupçonnaient un secret de famille, et quelques-uns, plus audacieux, se mirent à fantasmer sur un triangle amoureux impossible. La vérité, cependant, restait cachée, et cette incertitude tenait tout le monde en haleine. Clara, incapable de retenir les larmes,
qui commençait à couler sur son visage, regardaient tour à tour le millionnaire et l'homme mystérieux. Le sentiment d'être le personnage central d'un jeu qu'elle ne comprenait pas la laissait épuisée, mais aussi déterminée. Elle savait que sa vie allait basculer. La question était, pour le meilleur ou pour le pire? Et puis, comme si la scène avait besoin d'une couche de tension supplémentaire, l'homme mystérieux fit un autre pas en avant et dit, d'une voix basse mais audible, « Il est temps de dire la vérité. » La salle entière trembla. Le millionnaire ferma les yeux, comme si un couteau lui avait été planté dans l'âme. Clara faillit s'effondrer, les jambes tremblantes. Et les invités, ils étaient rivés à leur siège, incapables de cligner des yeux. Et c'est précisément à cet instant, alors que chacun pensait entendre la révélation complète, que l'homme s'arrêta. Il se tut. Il laissa la phrase en suspens, inachevée. Un vide intentionnel, cruel et irrésistible. Parce que ce qui vient ensuite est bien plus grand que ce que quiconque dans cette pièce pourrait gérer. La salle entière semblait pencher en avant, comme si les colonnes dorées voulaient entendre attentivement ce que l'homme mystérieux allait dire. Mais il n'en entendit rien. La phrase flottait dans l'air, vibrant comme un fil électrique sous tension, et ce non-dit, créa une force centrifuge qui tira tout le monde vers le centre invisible de la pièce, vers Clara, vers le millionnaire, vers l'homme, aux vêtements discrets qui semblait porter la nuit sur ses épaules. L'orchestre, incertain, tenta de reprendre une mélodie, mais le chef d'orchestre la sentit avant tout le monde. Aucune musique au monde ne pouvait rivaliser avec le son d'une vérité sur le point d'advenir. Clara cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de remodeler son visage pour s'adapter à une émotion qui ne lui correspondait pas. Ses yeux étaient humides, sa respiration haletante, ses mains cherchant un appui dans le tissu de son uniforme. Chacun de ses gestes disait « Je ne suis pas prête », tandis qu'une partie silencieuse en elle murmurait « Je l'ai toujours été ». Le millionnaire, à un pas de là, semblait de pierre et tremblant à la fois, la mâchoire serrée, les épaules fermes, mais l'éclat changeant de ses yeux trahissait des fissures qu'aucune fortune ne pourrait réparer. L'homme mystérieux observait, et son regard n'était pas celui d'un intrus, c'était celui de quelqu'un qui attendait ce moment précis depuis des années. « Parlez », dit le millionnaire, et les mots sortirent comme des ordres de toute une vie. L'homme prit une inspiration, ouvrit la bouche et fut interrompu par un craquement métallique venant d'en haut. Un technicien, discrètement suspendu à une mezzanine, ajustait le support du lustre qui avait failli céder plus tôt. La salle entière se tendit le cou par réflexe. Le bruit était faible, mais suffisant pour prolonger la tension quelques secondes supplémentaires. Des secondes précieuses, celles qui changent les décisions. « Je ne parlerai pas pour vous, » répondit l'homme maintenant face au millionnaire. « Vous savez, il ne reste plus qu'à dire... » La salle exhala un soupir collectif. Ce doux soupir d'attente qui n'apparaît que lorsque tout le public décide, sans se consulter, d'attendre encore un peu avant de recevoir sa récompense. D'un point de vue neuroscientifique, c'est la corde tendue à son maximum. La dopamine amorcée, retenue, procurant presque du plaisir par la seule promesse de ce qui est à venir. La vieille dame, toujours debout, inclina son verre et s'humecta les lèvres d'une gorgée à contre-cœur. « La lâcheté n'a jamais été ton genre, » dit-elle au millionnaire, avec la cruauté polie de quelqu'un qui a vu des empires s'élever et s'effondrer sans se défaire de leur chignon. Le millionnaire ne la regarda pas, mais réagit au timbre de sa voix, comme si sa voix le ramenait à une époque d'obéissance et de silence. La phrase était un ordre déguisé, et Clara le comprit. Son visage se tourna lentement vers l'homme à côté d'elle, scrutant, exigeant, demandant « Qu'est-ce que je représente ici ?» Il prit une inspiration, et ce fut comme si toute la maison respirait avec lui. « Clara, » commença-t-il, sa voix grave cherchant des mots doux, « je t'ai vue ce soir comme presque tout le monde te voit, invisible, et puis, soudain, impossible à ignorer. » Il marqua une pause, fixant le sol un instant, avant de relever les yeux. « C'est arrivé parce que quelque chose t'a reconnu en moi, et quelque chose en moi t'a reconnu partout. Ce n'était pas une coïncidence. » Le murmure dans les coins de la pièce s'amplifia. L'incompréhension tempérée par la peur crée toujours des auditoires parfaits. L'homme mystérieux croisa les bras, comme pour retenir l'envie de faire exploser le récit en 3 phrases. « Tu tournes en rond, tu ne dis rien, » dit-il. « Dis ce qui doit être dit. » La vieille femme inclina la tête, satisfaite de la pression précise. Clara, qui jusque-là semblait flotter dans un champ magnétique,
toucha instinctivement sa poitrine et sentit le vide du pendentif désormais accroché à sa veste. Un vide physique, l'espace d'une réponse. « J'ai grandi dans une maison où tout était caché », dit finalement le millionnaire. « De bonnes choses et de mauvaises. Une bibliothèque qui ne rentrait pas dans le salon, alors elle avait été mise au sous-sol. Des gens qui ne rentraient pas dans les dîners, alors ils allaient à la cuisine. Des histoires qui ne rentraient pas dans le nom de famille, alors elles étaient données au milieu de la nuit, sans signature. Les syllabes mesurées tombaient comme des lettres jetées sur une table en feutre. Ma mère était un éclair qui se cachait dans les fissures. Le maestro, sans le vouloir, laissa tomber son archet sur les cordes, provoquant un son strident, presque un frisson audible. Le millionnaire poursuivit. Le symbole du pendentif, Clara, est sa marque. La marque des choses qu'elle a envoyées au monde quand personne ne regardait. Il se tourna enfin vers la vieille dame. Et certaines de ces choses ont traversé cette maison, ce hall, cette famille. La vieille dame ne manifesta aucune surprise. Elle posa simplement son verre sur la table comme si elle rengainait une arme. « Et moi » interrompit Clara avec une douceur tendue, cette douceur que la vie n'offre qu'à ceux qui ont du mal à avaler. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? L'homme mystérieux fit un demi-pas, emplissant la pièce de sa propre fermeté. Tout. Le mot devint trop long pour tenir en 4 lettres. Le public, qui regardait et écoutait, ressentait la même chose. La peau perçoit la tension avant que l'esprit ne la comprenne. Le millionnaire leva la main, lui demandant, et au monde, 1 minute de plus. J'ai trouvé, il y a des années, des traces de ce que ma mère faisait, des lieux, des noms, des dates. Trop de coïncidences pour n'en être que de simples. Il prit une grande inspiration. Il y avait un schéma derrière tout ça. Un schéma qui menait à une liste d'enfants ayant reçu des livres, un abri, des leçons, une protection, et des cadeaux. Des pendentifs, ajouta l'homme mystérieux, presque dans un murmure. Clara sembla se rétracter intérieurement, comme si son enfance lui avait soudain échappé. L'image de la chambre improvisée, la voix lisant en secret, ses doigts effleurant le métal froid, explosèrent. « Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas bien ?» demanda-t-elle presque pour elle-même. L'homme répondit sans hésiter. « Parce que les souvenirs de survie choisissent des raccourcis. Ils préservent ce qui sauve. » Le silence retomba dans la pièce d'une autre manière. Ce n'était plus de la curiosité, mais du respect teinté de honte. « Et vous » demanda Clara à la vieille femme avec un courage improbable, celui de quelqu'un qui a été suffisamment battu pour ne plus avoir peur des étiquettes. « Quel rôle jouez-vous ?»« Là-dedans. » La vieille femme esquissa un mince sourire. Celle qui a financé la moitié et étouffé l'autre. La confession murmurée ne parvint que dans quelques oreilles, mais ceux qui entendirent comprirent que l'histoire prenait racine dans les salons et les caves, dans le champagne et la pluie. L'homme mystérieux ouvrit la main et se présenta enfin. « Je m'appelle Isaac. J'ai conservé les archives après la disparition de la bibliothèque, gardien de papier que personne ne voulait signer. » Son nom crépita comme une allumette. « Je ne suis pas venu pour faire scandale. Je suis venu rendre une carte qui ne peut être lue que par celui qui l'a dessinée et par celui qui y est dessiné. » Son regard oscilla entre le millionnaire et Clara. « Vous deux. » Le mot « carte » sembla allumer des ampoules derrière certains fronts. Le millionnaire retira discrètement le pendentif de Clara de sa veste. La lumière du lustre se réfléchissait sur le métal. 3 lignes convergeaient vers un point. « C'est une clé, » dit Isaac. « Pas une métaphore, une vraie clé. » Leurs yeux se frottèrent. « Une clé de quoi ?»« Derrière une étagère, » ajouta le millionnaire, inconscient de ce qu'il révélait. « Dans la vieille maison, un panneau de bois sculpté. » Les 2 agents de sécurité, au loin, échangèrent un regard. Le maître d'hôtel consulta l'hôte du regard. Nombreux étaient ceux qui craignaient que plus aucune porte ne s'ouvre dans cette famille. Mais la pièce perdit le contrôle du récit. Et lorsqu'une histoire décide de se dérouler, aucun protocole ne la freine. Clara joignit les mains comme si elle priait sans religion. « Si c'est vrai, pourquoi moi ?» Le millionnaire répondit sans détour. « Parce que tu as ce qui te manque. »« La mémoire ?» risqua-t-elle. « Le courage ?» dit-il. Et quelque chose dans ce mot se brisa en elle, dans le bon sens du terme, comme un morceau qui retrouve enfin sa place après des années passées dans un tiroir. « Allons-y » suggéra Isaac, sans théâtralité. « Maintenant. » L'hôte s'avança, répétant une interdiction. Il n'osa pas. Les conversations autrefois féroces s'éteignirent. L'orchestre, sans partition, se tut par respect. La salle s'ouvrit spontanément, telle la mer devant un être invincible. Le millionnaire déposa le pendentif dans les mains de Clara.
avec la délicatesse d'un retour sacré. « Il est à toi, dit-il. Il l'a toujours été. » Ils marchaient. Le bruit de leurs pas, 3 rythmes différents, formait une nouvelle cadence, presque une bande sonore. Ils traversèrent le couloir où l'eau parfumée traçait encore une trace sur le marbre. Ils franchirent la porte de service qui connaissait déjà le souffle de Clara. Ils pénétrèrent dans le couloir froid, où la lumière projetait des ombres hideuses et sincères. Le monde coûteux était abandonné comme une scène démantelée. Au bout du couloir, une porte discrète. Le millionnaire sortit un vieux trousseau de clés et rit brièvement de son geste. Des symboles, toujours des symboles. Isaac désigna une des dents métalliques, presque entièrement usée. Ce n'était pas lui qui l'avait ouverte, c'était le pendentif. Il s'insérait dans l'encoche comme si le métal rappelait le bois et le bois l'enfance. Un clic, un long soupir de charnière et la pièce s'ouvrit. C'était plus petit que prévu et plus grand que n'importe quel souvenir. Des cartons de livres avec des timbres éclairs, des carnets à l'écriture différente, des photos sans légende, des listes de dont des dessins d'enfants aux signatures incomplètes, des plans de ville griffonnés au crayon, des lignes reliant des points où le luxe n'atteignait pas, et, dans un coin, un tableau sur lequel était épinglée une enveloppe, écrite au crayon, car quand la foudre trouve la maison, personne n'y toucha immédiatement. Même l'air se comportait comme une chose à respecter. « Ouvre !» dit Isaac, mais pas au millionnaire, à Clara. Ses mains tremblèrent avant de se stabiliser. Il arracha l'épingle avec précaution pour ne pas déchirer le papier. L'enveloppe glissa dans ses paumes comme un petit oiseau décidant de faire confiance. À l'intérieur, une courte lettre, à l'écriture penchée, et quelque chose de plus lourd, un second pendentif, identique au premier, mais avec une micro-empreinte supplémentaire au dos, une coordonnée. Pas une lettre. Clara lisait en silence. La caméra de son esprit zoomait sur son œil. Sa pupille se dilatait, l'air s'engouffrait, son corps vibrait d'un tremblement. Contenue, elle releva les yeux vers les 2 hommes et, incapable de le cacher, laissa échapper un mot que personne dans la pièce ne s'attendait à entendre sur ce ton, un nom qui tenait en 2 syllabes et qui, prononcé là, changeait les contours du monde. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas nécessaire, car dehors, les pas qui approchaient apportaient exactement cette réponse. Quelqu'un qui n'était dans les plans de personne, quelqu'un qui avait déjà franchi d'autres portes cette nuit-là, sans s'annoncer. La poignée tourna lentement, comme si la maison, une fois de plus, respirait avant l'impact. Et lorsque la porte commença à s'ouvrir, Clara tenait toujours le 2e pendentif dans sa main, essayant de comprendre si cette coordonnée était un lieu ou un souvenir qui avait finalement décidé de revenir. Le silence qui précéda leur entrée était si pesant qu'il semblait comprimer les poumons. Clara tenait toujours le 2e pendentif, froid et palpitant, comme s'il était animé d'une vie propre. Le millionnaire à côté d'elle s'efforçait de garder son sang-froid, mais la sueur perlait sur ses tempes trahissait que même lui, habitué à contrôler chaque détail, ignorait ce qui allait arriver. Isaac, le gardien des souvenirs, croisa les bras et fixa la porte comme s'il attendait ce moment depuis des années. La poignée de porte tourna lentement, presque au ralenti, grinçant comme si chaque centimètre faisait partie d'un rituel. Puis la porte s'ouvrit, révélant une silhouette qui arrêtait le temps. Une femme, ni trop jeune ni trop vieille, mais au visage marqué par le temps et les secrets qu'il recèle. Ses cheveux, sombres et argentés, étaient dénoués, tombant sur ses épaules comme une cascade désordonnée. Ses vêtements étaient simples, mais il y avait en elle une dignité qu'aucune marque de créateur ne pouvait égaler. Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les yeux de cette femme étaient le reflet des siens, un miroir vieux de plusieurs décennies. Elle n'avait pas besoin d'explication pour le savoir. Elle se tenait devant un morceau d'elle-même. Le millionnaire resta immobile, le souffle coupé, et Isaac ferma les yeux, comme pour confirmer silencieusement un secret trop longtemps gardé. La femme fit 2 pas à l'intérieur, ses talons bas résonnant sur le carrelage, et s'arrêta devant eux. Elle regarda d'abord Clara, puis le millionnaire, et enfin le pendentif qu'elle tenait à la main. Son regard se durcit et s'adoucit à la fois, comme si elle voulait sourire et pleurer d'un seul geste. Puis, d'une voix rauque mais ferme, elle dit simplement « Je savais que ce jour viendrait ». Les mots tombèrent comme une bombe silencieuse. Clara plaqua sa main sur sa bouche. Le millionnaire recula d'un pas, et les invités qui l'avaient discrètement suivi dans le couloir retinrent leur souffle,
témoin inconscient d'une scène qu'il n'était pas censé voir. La femme poursuivit, sans se presser, chaque syllabe portant un poids qui traversait des décennies. Vous cherchez des réponses dans les papiers, les pendentifs et les secrets d'une vieille maison. Mais les réponses ne sont pas cachées. Elles ont toujours été vivantes, attendant que vous ayez le courage de les chercher. Clara fit un pas en avant, les larmes brouillant sa vision, mais sa voix sortant clairement. « Qui es-tu » La question semblait naïve, mais c'était la seule qui avait du sens à cet instant. Le millionnaire serra les poings, comme pour empêcher une vérité de lui. Échappé prématurément, Isaac resta silencieux, respectant l'instant. La femme prit une grande inspiration et, avant de répondre, jeta un coup d'œil au pendentif dans les mains de Clara. « Je suis la clé que tu ne savais pas que tu cherchais. » La salle sembla trembler à cette déclaration. Ce n'était pas encore une révélation complète, mais elle suffisait à faire tourner tous les esprits, tentant de prédire la suite. Les synapses du public, comme diraient les neurosciences, étaient en pleine ébullition. Dopamine, curiosité, peur, le tout dans un cocktail addictif qui forçait chacun à fixer du regard. Clara sentit son cœur battre au rythme du deuxième pendentif, comme un tambour annonçant une guerre intime. Le millionnaire ne put se taire plus longtemps et lança, presque dans un murmure, « Ce n'est pas possible ». La femme haussa un sourcil et fit un pas de plus, si près que son souffle effleura leur air. Et d'un ton mêlant défi et tendresse, elle ajouta, « Non seulement cela l'a toujours été ». Et à ce moment-là, Clara réalisa que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors, les doutes, le vide, les symboles, les silences, n'était que le prélude à une révélation qui avait le pouvoir de détruire ou de reconstruire tout ce qu'il connaissait. La caméra mentale se rapproche du visage de la femme, ses yeux brillants de larmes retenues et de vérité étouffées, tandis que la porte derrière elle reste ouverte, ne révélant que des ombres qui suggèrent qu'il y a encore plus à révéler. La pièce, autrefois illuminée par des lumières chaudes et des conversations superficielles, ressemblait désormais à une arène. Le temps était devenu une figure invisible, pesant sur chaque seconde, transformant chaque respiration en un acte pesant. Clara sentait encore ses doigts trembler autour du pendentif, comme si ce petit objet détenait non seulement un secret, mais le destin de tous. La nouvelle venue ne détournait pas le regard, ce qui la faisait paraître plus grande que l'espace, comme si les murs de marbre, les lustres étincelants et les bijoux à millions de dollars des invités rétrécissaient devant elle. Le millionnaire prit une profonde inspiration, ses épaules tendues, trahissant un combat intérieur impossible à dissimuler. Son regard était fixé sur elle, mais il n'y avait plus aucune arrogance, ni le masque froid qu'il utilisait toujours pour dominer les réunions, les affaires, et même sa propre famille. Il y avait de la peur que sa vie parfaite soit brisée par des vérités inachevées, introuvables ou manipulables. Isaac, le gardien silencieux, semblait presque satisfait. Il ne souriait pas, mais la sérénité sur son visage montrait que, pour lui, c'était simplement le destin qui imposait ce qui avait toujours été inévitable. La femme fit un pas de plus dans la pièce. Le bruit de ses chaussures sur le sol résonna comme un coup de marteau et tous les regards se tournèrent vers elle, comme si elle était une reine à un procès public. Son menton haut, son regard ferme mais blessé, faisaient d'elle une énigme. Victime ou bourreau, complice ou sauveur, et personne ne savait avec certitude de quel côté elle était. Clara essaya de parler, mais sa voix s'éteignit dans sa gorge. Il lui fallut un effort immense pour finalement demander d'une voix chargée d'émotion « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» La femme soupira profondément, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Sa réponse vint lentement, maîtrisée, mais chaque mot semblait peser lourd. « Cela signifie que vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. » Un murmure parcourut la salle. Les invités échangèrent des regards, cherchant à comprendre s'il s'agissait d'une simple métaphore ou d'une révélation littérale. Mais Clara sentait au fond d'elle-même que ce n'était pas que de la philosophie, c'était concret, c'était réel, c'était dévastateur. Le millionnaire fit un pas en avant, sa voix grave coupant le silence comme le tonnerre. Assez d'énigmes. Parlez. Mais la femme prit son temps. Elle leva simplement la main droite et la désigna vers Clara. Le geste était solennel, presque rituel, et donna à la cuisinière l'impression d'être nue devant tout le monde. « Elle » commença la femme, mais elle marqua une pause. Le silence était assourdissant, créant un vide qui forçait chaque esprit présent à terminer sa phrase seule. Elle porte en elle quelque chose que ni toi ni moi ne pouvons contrôler. Clara haleta, incapable de comprendre. Le
Millionnaire fit un pas de plus, la colère et le désespoir mêlés dans son expression. Isaac ferma les yeux, comme s'il avait déjà entendu ces mots. Et puis vint le coup fatal. La femme se rapprocha de Clara jusqu'à sentir son souffle et murmura « Tu es le fil conducteur de tout, mais tu n'en connais toujours pas le prix. » Le sol sembla trembler. L'air devint lourd. Clara écarquilla les yeux, essayant de saisir le sens de ses paroles. Le millionnaire leva la main, comme pour intervenir, mais hésita. Son visage exprimait un conflit si profond qu'il était impossible de savoir s'il voulait protéger Clara ou la repousser. Soudain, un verre tomba au fond. Le bruit du verre se brisant sur le marbre résonna comme un coup de feu, arrachant tout le monde à l'hypnose collective. Les invités reculèrent. Certains se couvrirent la bouche sous le choc, d'autres ne purent plus bouger. La femme regarda autour d'elle, ses yeux balayant chaque visage, puis éleva la voix. « Ne cherchez pas de réponse ici. Ce qui arrive est plus grand que vous tous. » La phrase résonna comme une prophétie. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le millionnaire se mordit la lèvre, tentant de maîtriser son agitation intérieure. Isaac resta immobile, mais la tension dans ses mains trahissait sa crainte de la suite. Un vent froid souffla par les portes ouvertes, agitant les rideaux de soie. Les bougies du hall vacillèrent, comme si l'atmosphère même avait subi le poids de cette révélation. Et à cet instant, personne ne savait distinguer la réalité du destin. Le visage de la femme, illuminé par la lumière dorée des lustres, semblait porter non seulement un secret, mais une sentence. Et lorsqu'elle baissa enfin les yeux, tout le monde comprit. Il y avait plus, bien plus. Et ce qui avait été révélé jusqu'ici n'était que la surface de quelque chose de profond, de dangereux et d'irrésistible. Le silence revint, épais, étouffant. Clara avait envie de demander, de crier, d'exiger des réponses, mais elle ne pouvait pas, car elle savait que la plus grande réponse n'avait pas encore été donnée et ne le serait peut-être jamais. La caméra mentale se rapproche lentement de son regard, mélange de peur et de courage, puis se pose sur le millionnaire qui déglutit difficilement comme s'il s'apprêtait à relever le plus grand défi de sa vie, puis sur Isaac, dont les yeux se rouvrent, reflétant une étrange lueur, comme s'il savait déjà que le jeu ne faisait que commencer. Et ainsi, au plus fort de la tension, sans explication finale, la scène se termine, non pas par un point, mais par une virgule invisible qui laisse le spectateur otage de sa propre curiosité. La pièce secrète semblait respirer avec eux, comme si chaque dos de livre et chaque carnet orné de l'éclair avait retenu l'air pendant des décennies, attendant ce trio particulier. Clara tenait la lettre trouvée dans l'enveloppe. Le papier rugueux lui grattait les doigts, et l'écriture penchée et ferme semblait une voix qui continuait de parler même lue en silence. Le millionnaire restait à un pas, le regard fixé sur ces lignes, comme s'il tentait de déchiffrer à la fois un langage et un miroir. Isaac s'appuyait contre l'étagère, les bras croisés, attentif, mais un trait rare se lisait au coin de son visage, l'espoir, comme si les mathématiques secrètes des années commençaient enfin à se mettre en place. Clara prit une grande inspiration et lut doucement, chaque mot tel un éclair traversant la forêt. « Danse, si la foudre a trouvé la maison, alors tu es en vie, et quelqu'un a eu du courage. Ne cherche pas mon visage, les visages passent. Cherche le fil qui relie les noms. Où qu'il soit, tu es là. » La phrase resta suspendue dans sa poitrine, s'élargissant, occupant des espaces qui n'étaient auparavant que des échos. Puis une ligne oblique, presque une supplication, pardonne les silences. Parfois, l'amour a besoin d'être anonyme pour survivre. Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Le millionnaire s'approcha d'un pouce, suffisamment pour lui apporter de la chaleur sans la toucher. « Est-ce signé ?» demanda-t-il, comme s'il redoutait la question elle-même. Clara retourna le papier. Une longue ligne, une initiale pliée, MC qui pourrait être la mère, le nom de la femme à la porte. Un souvenir, pas de nom de famille. Juste, en bas, une courte séquence de chiffres et de lettres gravées au graphite, tremblantes mais précises, une coordonnée, non pas de la maison, mais d'ailleurs. Isaac sortit de l'ombre comme s'il savait quoi faire avec les chiffres. C'est une vieille maison de ville en centre-ville, le premier emplacement de la bibliothèque, avant le sous-sol de votre famille, dit-il au millionnaire. Elle a fermé quand ils ont brûlé les archives, mais les eaux des villes n'obéissent pas au décret. Il désigna le deuxième pendentif dans la main de Clara. Cette microgravure n'est pas décorative, c'est un accessoire. Le millionnaire hocha la tête, comprenant. Sans plus.
Des clés dans des clés, comme des histoires nées dans des histoires. Depuis le couloir, des voix frôlèrent à la porte. La moitié du groupe semblait avoir migré silencieusement, telle une étrange marée, vers ce coin du manoir. L'hôte murmura quelque chose comme « responsabilité »,« sécurité »,« protocole ». La vieille dame fit un pas de plus vers le seuil, et la pièce parut soudain trop petite pour contenir le passé, le présent et le public. Le millionnaire se redressa, étirant son costume comme une armure. « Ceci n'a pas sa place dans une salle de bal, » dit-il, plus pour lui-même que pour eux. « Allons-y. » Clara glissa la lettre dans la doublure de son uniforme comme quelqu'un qui brode un cœur de l'intérieur. Le millionnaire ouvrait la marche, Isaac se rapprochant d'elle comme un point de suture. Le couloir de service les engloutit à nouveau. Néon vert, odeur métallique, goutte à goutte patiente du robinet. À chaque pas, la certitude. Cette nuit avait décidé de ne pas être oubliée. Dans la cour, l'air nocturne lui frappait le visage comme une vérité froide. La ville, vue d'en haut, avait la même géométrie que le symbole. 3 routes convergeant vers un point unique. Peut-être était-ce une coïncidence, peut-être était-ce le destin sur les toits. Dans la voiture, le silence était une musique de suspense. Les phares traçaient des lames brillantes sur l'asphalte. Les feux de circulation dégoulinaient de rouge sur les vitres. Le millionnaire conduisait à 2 mains, une habitude rare. Isaac lisait la carte sur son vieux téléphone portable, refusant le GPS comme on refuse les raccourcis dans des histoires qui ne se laissent pas emporter par la hâte. Clara, sur la banquette arrière, se souvenait sans le vouloir. La fille qui entendait une voix lire dans le noir, l'odeur de cannelle, les après-midi où le métal du pendentif était chaud au soleil, une preuve sans papier. Ils arrivèrent. La maison dormait derrière un rideau de poussière et de graffiti, sa façade carrelée d'une autre époque fissurée en un sourire en coin. La rue était si silencieuse en ce dimanche que je ne me souvenais plus du jour. Un cadenas en fer, lourd et usé, gardait la porte. Isaac tenta de retirer des outils. Clara souleva le second pendentif. Le métal lécha l'encoche de la serrure et émit un clic qui résonna comme auparavant. Le bois rappelait le métal rappelait l'enfance. La serrure s'ouvrit comme si elle s'abandonnait à sa propre histoire. À l'intérieur, la poussière s'élevait en un nuage doré, tandis que le faisceau du téléphone portable la traversait. Des étagères vides, un plancher en planche qui craquait comme des complaintes anciennes, des affiches d'ateliers déchirées, lectures et goûters, plans affectueux du quartier, cercle du rayon, samedi, un panneau de bois en arrière-plan, avec de discrètes inscriptions ovales. Le millionnaire, encore un enfant pour un instant, passa ses doigts le long des plis. « Ici », dit-il, là où seuls ceux qui savaient voir pouvaient le voir. Clara installa la suspension. Le panneau s'écarta d'un geste et, derrière lui, révéla un petit escalier descendant vers un sous-sol qui sentait le papier entreposé et la vieille pluie. Le sous-sol était moins lugubre qu'il aurait dû l'être. Quelqu'un qui y maintenait un ordre silencieux. Des boîtes numérotées, des chemises avec des rubans, des enveloppes timbrées à sec avec un éclair. Isaac, avec révérence, passa la main dans la poussière comme pour bénir. « Ils ont gardé ce qu'ils n'ont pas pu effacer », dit-il. Le millionnaire sortit la boîte, portant le même code que la lettre. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Un carnet à couverture rigide, avec une bordure rouge, une bobine de cassette étiquetée Nuit 12, et une feuille pliée en 6, jaunie au pli. Clara ouvrit la page. Un arbre dessiné à la main, sans nom, juste des lignes et des cercles. À l'intérieur de 2 cercles, de petits rayons graffités. L'un d'eux pulsait rien qu'en le regardant. « Si c'est un arbre, il est à l'envers », dit-elle en touchant le tronc qui poussait au-dessus. « Ou alors il est planté au plafond. » Isaac eut un bref sourire. « Parfois, c'est comme ça qu'on voit le monde à l'envers. » Le millionnaire prit la cassette, la retourna dans l'obscurité de ses mains. « Avez-vous un magnétophone ?» Isaac désigna une radio à pile dans un coin, recouverte d'une bâche. Le millionnaire souffla la poussière. Clara inséra la cassette et le bouton de lecture claqua dignement. La voix qui emplissait le sous-sol n'était pas celle d'un fantôme. C'était une étreinte. Une femme lisant, posée, chaleureuse, avec des pauses précises, comme quelqu'un qui sait retenir son souffle pour l'oreille d'autrui. « Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas venu seul. Personne n'arrive seul, là où la foudre frappe. Un glissement du micro, un bruissement de page. Les noms seront rendus à leurs propriétaires lorsqu'ils ne rentreront plus dans le secret. D'ici là, restez discret. » La voix sourit.
Et si un enfant aux grands yeux vous écoute, sachez ceci. Vous reconnaissez la maison au bruit du sol. Clara frissonna de tout son corps. Le sol craqua sous ses pieds au rythme de la bande. Le millionnaire avala quelque chose d'invisible. Isaac toucha son épaule de 2 doigts, geste de celui qui permet de sentir. La cassette continuait. « Ne me cherchez pas. Cherchez ce que j'ai caché dans les cartes. Quand vous le trouverez. Carnet rouge. Ouvrez la page marquée de 3 points. » Clara retourna le carnet et caressa 3 points discrets. La page contenait une liste d'adresses accompagnée de brèves annotations, fenêtre bleue, portail vert, escalier en fer, fille aux nœuds roses. À côté de chaque ligne, une date. Dans certains cas, un acronyme, CD. Clara toucha l'acronyme du doigt, comme si elle touchait une dent de lait. « Ça pourrait être n'importe quoi, » dit-elle. « Ça pourrait être, » acquiesça Isaac, « mais ça pourrait aussi être toi. » Le millionnaire ferma les yeux une longue seconde, le temps qu'il faut pour traverser une rue sans regarder dans une direction ou dans l'autre. Lorsqu'il les rouvrit, la décision remplaça le doute. Ça ne s'arrête pas là. C'est alors qu'un bruit monta dans l'escalier, trop faible pour être une foule, et certainement pas du vent. La vieille femme descendit la première marche, sans demander la permission à la poussière. Derrière elle, un aperçu de l'hôte. Plus loin, les ombres de curieux. La femme s'arrêta sur la dernière marche, la main sur le bois, ses yeux voyant plus qu'ils ne le devraient. « Tu as ouvert la bonne blessure, » dit-elle sans haine, sans pitié. « Maintenant, tu vas voir si tu préfères la recoudre ou la saigner. » Clara serra le pendentif jusqu'à en avoir mal. Sur la bande, la voix souffla à nouveau. « Si la foudre a déjà atteint la maison, il n'y a pas de retour possible. » L'enregistrement grésilla et, le sous-sol, l'espace d'un instant, sembla se pencher pour mieux entendre. Le millionnaire appuya sur pause. Personne ne respirait, et le sentiment, aussi clair que la poussière dans le faisceau lumineux, était que la prochaine étape ne rentrerait plus sous terre. Ils montèrent l'escalier comme quelqu'un remontant à la surface après une trop longue période sous l'eau. L'air de la rue avait un goût de rouille et d'aube. La ville livrait le journal en avance par camion et un chat traversait le trottoir avec l'indifférence confiante d'un responsable nocturne. De l'extérieur, la maison semblait avoir retrouvé son calme, mais à l'intérieur, le salon vibrait d'une vibration nouvelle, comme après un coup de tonnerre. La vieille dame resta dehors, non par politesse mais par calcul. Ceux qui gardent des secrets savent que la distance est aussi une force. À l'intérieur, Clara ouvrit le carnet rouge posé sur une table en bois, marqué au compas et à la colle scolaire. Elle tourna les pages avec précaution, et chaque adresse résonna comme une coordonnée émotionnelle de la ville. Isaac encercla du doigt 3 entrées qui se répétaient à différentes époques. Des fenêtres bleues dans des rues différentes, le même portail vert à des kilomètres de distance, la même note échelle de fer à porte du pain. Le millionnaire, qui n'utilisait jamais de stylo classique, prit un crayon mordu et traça de fines lignes entre les références. Vu de loin, les lignes formaient une étoile à 5 branches tordues, presque comme un enfant dessinant des constellations. Au centre asymétrique, un pâté de maisons ternes du vieux quartier. « Qu'est-ce qu'il y a ici » demanda Clara, le menton appuyé sur ses jointures. Isaac jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Rien qui mérite un magazine. Un parking, un entrepôt, une église fermée et une maison abandonnée. » Le millionnaire se redressa. Le mot « parking » le ramenait toujours à l'incendie qui ravageait la bibliothèque du sous-sol. « La maison » dit-il sèchement. « Toujours la maison. » Ils partirent à pied. La ville dormait mal, comme toutes les villes qui portent des secrets en leur fondation. Clara marchait, le pendentif au creux de la main, le métal imprimant un cercle de froid qui la maintenait présente. Au bout du pâté de maison, la maison apparut, une façade défraîchie, un bougainvillier persistant déversant ses fleurs, comme si le printemps s'était imposé, la vieille peinture révélant des couches de couleurs, sous-jacente, l'histoire des murs, le portail vert. Clara toucha le fer de la main, qui lui renvoya un léger choc, comme si elle reconnaissait son propriétaire. « Escalier en fer », murmura-t-elle. À gauche de la cour, il était là, 3 marches menant à un minuscule porche. La porte céda dans un craquement qui lui fit mal aux oreilles. À l'intérieur, une odeur de rangement et de gâteaux rassis. Un salon avec un canapé rembourré, un tableau bleu marine de travers, un poste de radio à tube, dans un coin. Au sol, un rectangle de bois usé, comme une valise défraîchie. Isaac s'agenouilla sans ménagement. Un tapis sans tapis. Il souleva la planche du bout des doigts. En dessous,
Une autre porte plus petite, avec une encoche familière. 3 lignes convergeant vers un point. Le pendentif s'enclencha. Le clic répéta sa mélodie. Le vide en dessous n'était pas vide. Un compartiment peu profond, tel le double fond d'une malle, contenait une liasse de lettres nouées, une épaisse enveloppe avec des notes et un autre carnet, des pages de papier kraft sans couverture, cousues main, aux bords brûlés. Clara toucha d'abord celui avec le nœud. Les lettres nouées sont des promesses. Elle desserra le nœud. Les dates allaient et venaient comme la marée, sans ordre particulier. Certaines étaient adressées à C, d'autres à M. Monsieur. 2 avec simplement « À qui trouvera le fil ?» L'écriture était la même, penchée, mais ici, elle oscillait par endroits, comme sous l'effet de la hâte ou de la peur. Le millionnaire, sans hésiter, ouvrit l'épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal relatant un petit incendie, celui-là même qui avait opportunément transformé le soulèvement de la bibliothèque en accident technique. Il y avait aussi un organigramme avec des flèches, des cases et des noms barrés. Dans un coin, une série d'initiales répétées, CD en bas, une note au crayon. Quand il manque des lettres, redonne-leur leur son. Il les récita à voix haute presque involontairement. Clara instinctivement ajouta « Clara Duarte ?» Le nom flottait dans l'air avec le léger poids des choses qui, si évidentes plus tard, paraissaient impossibles auparavant. « Laissez ce nom de côté 1 minute, » dit Isaac avec une délicatesse ferme. « Écoutez. » Il alluma la radio à tube, qui réagissait toujours obstinément au monde extérieur, et tourna le bouton jusqu'à ce que toute la maison résonne comme un bourdonnement. Ce n'est pas une fréquence. C'est le moteur. Il vibre comme le sifflement d'une bande. Le millionnaire le fixa incompréhensible. Isaac posa le carnet marron sur l'appareil et la vibration fit danser les pages. Sur la 3e page, entre 2 lignes de texte, une note invisible apparut sous la poussière mouvante, derrière le tableau. Le tableau bleu marine tordu était un trophée de silence depuis des années. Clara grimpa sur une chaise et le retira délicatement. Derrière, du ruban adhésif jaune, du papier fin et un compartiment de la taille d'une feuille A4. Son cœur battait fort. Elle tira. Un emballage plastique protégeait un document qui respirait la lumière après un long moment. Un vieux disque, une encre bleue qui avait résisté, un seau brisé, un timbre délavé. Le millionnaire fit un pas, s'arrêta. Isaac hocha la tête sans toucher. Clara lut la première ligne, juste la première, et le monde se pencha légèrement. Certificat de naissance. Clara. Le 2e mot fut arraché. Un instant qui effaça le nom de famille, et avec lui la ligne qui résoudrait toute l'équation. La maison sembla rire avec la malice du papier. « Pourquoi manque-t-il toujours un morceau ?» murmura-t-elle, sa voix oscillant entre les deux. Le millionnaire alla à la fenêtre pour respirer l'air qui ne venait pas. Isaac désigna le nœud sur les lettres, parce que celui qui a gardé ceci voulait que tu arrives non par la raison, mais par la volonté. Les noms unissent. La volonté agit. Clara ouvrit la lettre du « Co » 2 phrases. « Tu n'es pas ce qu'ils ont fait à ton silence. Quand ça fait mal, colle ton oreille au sol. » Elle ferma les yeux et colla son oreille au parquet. Le son qui résonna était celui d'une maison avec un cœur, le craquement, le vent, le craquement des bougainvilliers, les souvenirs qui transpercèrent les plaintes. Soudain, un autre bruit, des pas sur le porche. Lourd, familier, inévitable. La vieille femme entra sans demander la permission, tenant une clé ancienne et une fine enveloppe. « Vous cherchez des réponses dans des pages déchirées, » dit-elle en posant l'enveloppe sur la table. « Mais il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. On ne peut que les dire. » Le millionnaire la regarda avec un mélange de douleur et de respect. « Dites-moi alors. » Elle ne le fit pas. Elle ouvrit l'enveloppe et étala 4 photographies en noir et blanc sur le bois. Une femme de dos, faisant la lecture à des enfants. Un garçon tenant le bord d'un livre plus grand que ses mains. Une pièce avec un lustre plus simple 10-15 ans plus tôt. Et dans la dernière, un bébé avec un nœud au poignet, tenu par un pendentif. Clara porta la main à sa bouche. Le souvenir ne lui vint pas comme une image, mais comme une odeur de savon, une peau chaude, une chanson muette. Le millionnaire posa ses 2 mains sur la table pour ne pas tomber à l'intérieur. Isaac prit une photo sans la toucher. La vieille dame prit alors la parole. « Vous pensez que je l'ai soutenue et étouffée. Je l'ai protégée du mieux que j'ai pu. Ce qui est juste n'est pas toujours beau. » Par la fenêtre, le ciel commençait à s'éclaircir légèrement.
cette heure indécise qui n'est ni le jour ni la nuit. S'il manque un nom à ce document, c'est que quelqu'un l'a pris, dit le millionnaire sans l'accuser, concluant simplement. La vieille dame porta la main à sa poitrine. Je l'ai pris, admit-elle. Le monde mange les noms. Je l'ai pris pour que le tien, ma fille, ne soit pas dévoré. Et pour que, quand quelqu'un viendrait le chercher, il vienne par le bon chemin. Le bon chemin, l'éclair. Dehors, les bougainvilliers s'agitaient sans vent. Clara respira par le nez, comme si elle apprenait à respirer à nouveau. Alors, qui suis-je? La vieille femme ferma brièvement les yeux. Quoi que tu fasses de ce que tu as trouvé. La réponse irrita et réconforta à la fois. Le millionnaire ferma la main. Isaac reposa lentement la photo. La radio émit un bref grésillement et s'éteignit. Et c'est dans ce silence nouveau, non plus d'ignorance mais de choix, qu'une voiture s'arrêta devant le portail. Quelqu'un qui n'apparaissait ni sur les photos, ni dans les organigrammes, ni dans les carnets. La poignée de porte tourna. Clara fourra les cartes dans son coffre. Le millionnaire, par réflexe, fit un pas en avant. Isaac tourna son visage vers le bruit, et la vieille femme sourit d'une manière dont personne ne pouvait dire si c'était du soulagement, de la peur, ou si... Enfin, c'était le moment qu'elle attendait depuis le premier éclair. La porte s'ouvrit avec la douceur de quelqu'un qui connaissait chaque craquement de la maison. Un homme d'âge mûr, le visage hâlé et les mains comme des cartons, entra, une casquette froissée serrée entre les doigts. Son regard sombre et calme prit juste le temps de scruter chaque visage avant de se poser sur Clara. Il n'y avait pas de surprise. Il y avait une reconnaissance, comme si deux lignes sur des cartes différentes s'étaient finalement rencontrées à un point inévitable. « Désolé de débarquer comme ça », dit-il sans tambour ni trompette. « Je gère cet endroit depuis qu'ils ont fermé les portes. Ils m'ont dit que lorsque les lumières se rallumeraient ici, je devais apporter ceci. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste une petite boîte en métal gravée d'un éclair. Le métal était rayé par le temps et son fermoir semblait avoir été sollicité par un mot de passe. Elle ne s'ouvre qu'avec 2 breloques. Clara et le millionnaire échangèrent un regard. La deuxième breloque était toujours dans sa main. La première était dans sa poche depuis la fête. Ils placèrent les 2 métaux côte à côte dans le fermoir et les tournèrent selon leur intuition. La petite boîte soupira et céda. À l'intérieur se trouvait un rouleau de pellicule 8 mm, un morceau de papier plié et un minuscule objet enveloppé de gaz. Isaac, avec les mains d'un classeur, tenait la pellicule contre la fenêtre. De minuscules carrés d'ombre et de lumière dessinèrent des personnages, des meubles, une pièce, peut-être le sous-sol, peut-être un autre endroit qui respirait de la même manière. « Il nous faut un projecteur », murmura-t-il, cherchant déjà où en trouver un. Clara ouvrit le journal. 2 lignes, une écriture penchée. « Quand le matin effleure ton visage, lis-le à voix haute. » Elle leva les yeux. Le matin venait d'effleurer la fenêtre. Son bleu timide filtrait à travers les fissures du bois. Le nid millionnaire hocha la tête, et la vieille femme s'appuya contre le mur, les mains jointes sur ses genoux, comme un témoin qui connaît déjà la sentence. Clara lut « Le nom qu'on t'a pris ne t'a pas trahi. Tu le portais en toi, dans tes actions, ton courage et ta façon de voir le monde. Si tu veux le retranscrire, cherche le document dans la rue de l'église fermée. Dis le mot de passe. La foudre dort, mais se réveille lorsqu'on l'appelle. La maison s'allège. Un égout à document ?» répéta le millionnaire, entre fascination et scepticisme. La vieille dame esquissa un sourire. Certains noms ne sont pas écrits, ils sont cousus. Isaac rangea le film avec le soin qu'on met à coucher un nouveau-né. « Il y a autre chose », dit-il en désignant l'emballage de gaz. Clara le déroula délicatement. À l'intérieur, un bouton rond en nacre avec l'éclair gravé en négatif. Non pas en relief, mais en creux. De l'autre côté, les mêmes coordonnées que le carnet, avec une ligne supplémentaire qui n'y figurait pas auparavant. Une correction, une mise à jour, ou juste un murmure. Par ici. L'homme à la casquette se gratta la nuque, comme pour s'excuser d'avoir révélé trop de nouvelles d'un coup. Ceux qui m'ont laissé ça n'ont pas dit grand-chose. Ils ont juste dit qu'il y a des choses qu'on révèle en premier, et d'autres qu'on ne révèle que lorsque la personne est prête à les saisir, et que, le moment venu, je les reconnaîtrai à leur regard. Le regard de Clara demanda, silencieusement, « Et tu les as reconnus ?» Il secoua simplement la tête, depuis la porte. Le millionnaire, qui donnait encore récemment des ordres aux orchestres et aux agents de sécurité, ressemblait désormais à un jeune homme à la veille d'une grande décision.
Si nous allons à Church Street, si nous cousons le document, si nous serrons la main de la personne qui garde le projecteur, qu'est-ce qui change? Isaac répondit avec une sobriété archaïque. Tout et rien. Le monde extérieur restera peut-être le même, mais la carte intérieure se dirigera vers la bonne direction. La vieille dame ajouta sans douceur, et cela a un prix, le vôtre, le sien, le mien. Clara regarda le certificat déchiré, les pendentifs, la lettre avec les initiales. Elle pensa aux enfants de l'enregistrement, au goûter du samedi, au symbole au dos d'une femme lisant. Elle se souvint de la salle de bal, le lustre vacillant, le tissu trempé, le premier contact, le « c'est mon invité ». Et elle comprit que ce fil, depuis le début, ne l'avait pas tiré, à l'intérieur d'une famille, tirer la famille dehors, vers un endroit où les noms ne confondent enfin plus l'amour avec l'apparence. « Je veux coudre », dit-il. Sa voix était ferme. Le millionnaire hocha lentement la tête, puis rapidement, comme s'il apprenait un « oui » de son corps. « Je viens avec toi ». Isaac acquiesça d'un geste subtil, comme s'il tamponnait sans papier. La vieille dame ne bougea pas la tête, mais ses yeux s'illuminèrent d'une lueur désuète, du soulagement peut-être, ou de la lassitude de pouvoir enfin se fatiguer. L'homme à la casquette mit les mains dans ses poches, prêt à quitter le tableau comme il y était entré, pieds nus par vanité. Si vous partez maintenant, vous surprendrez la couturière en train d'ouvrir les fenêtres. Elle travaille mieux avec une nouvelle lumière. La radio à lampe siffla toute seule, et pendant un instant, la voix de la bande sembla à nouveau percer. Restez discret. Ils partirent. La cour sentait le bougainvillier écrasé. La rue baignait dans la faible lumière matinale. 3 ombres se projetaient au sol. Celle de Clara devant, celle du millionnaire à côté de lui, celle d'Isaac un demi-pas derrière. La vieille femme resta sur le porche, silhouette contre la porte, aussi présente que les choses qui ne bougent pas pour rester au nord. L'homme à la casquette ouvrit le portail avec la précaution de quelqu'un qui referme un livre rare. Au carrefour, le clocher fermé de l'église zébrait le ciel. Une flèche intemporelle. « Rue de l'église », pointa Isaac. Clara appuya sur le bouton de nacre dans sa paume, et le rayon creusé sembla réchauffer, ou peut-être était-ce simplement du sang. Le millionnaire la regarda avec cette question muette de celui qui, pour la première fois, ne commande pas. Il suit. Et c'est en suivant qu'ils tournèrent au coin où le jour naissant s'avançait droit devant, tissant la lumière sur les façades. C'est alors qu'une voiture noire, discrète et familière, s'arrêta lentement de l'autre côté de la rue. La vitre baissa au rythme des histoires qui savent vivre. 2 regards, ceux-là même qui, la veille, avaient pris une femme agenouillée pour une invitée, croisèrent à nouveau ceux de Clara. Et la voix qui s'en échappa, ferme et grave, lança le fil conducteur. « Avant de coudre, il faut que tu regardes le film. » Clara s'arrêta, le million de contrats à terme s'ouvrant et se fermant comme une respiration rapide. Sa main sur le bouton, la poche du millionnaire avec le pendentif, le rouleau de 8 mm dans le manteau d'Isaac, l'église défraîchie d'un côté, l'atelier du tailleur de l'autre. 2 chemins, un seul tissu. Le jour s'allongea un peu, et l'éclair, pour la première fois, ne ressemblait plus seulement à un symbole, c'était une direction.